Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour ce deuxième séminaire douteux en compagnie de Maxime Derex et de Hugo Mercier. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste un rappel, les séminaires douteux, c'est une idée qu'on a eue au Cortex à la suite de l'école d'été de la pensée critique qu'on a organisée l'été dernier. Et en attendant la prochaine, en attendant que l'été revienne, eh bien, on s'est dit qu'on aimerait bien proposer régulièrement dans l'année des rendez-vous. Et c'est ce qu'on essaie de faire du coup précisément avec ce séminaire douteux. Inviter, tous, les 2 mois, 2 personnes pour, nous aider à douter, pour, nous parler de leurs recherches plus précisément, en lien plus ou moins direct avec, bien sûr différents aspects de la pensée critique. Alors en particulier, très souvent, on entend qu'il est important d'enseigner l'esprit critique, notamment pour résoudre, certains problèmes sociopolitiques, comme par exemple la désinformation, des choses comme ça. Et donc, bah, ce qui nous, on aime bien le méta au Cortex, hein. Donc, ce qui nous semble encore plus important, c'est d'essayer d'apporter un diagnostic clair, en fait, et basé sur, le plus possible les faits et les preuves scientifiques du problème, précisément, qu'on essaye de résoudre par l'enseignement de la pensée critique. Et on a bon espoir que, bah, vos interventions d'aujourd'hui puissent nous apporter quelques éclaircissements à ce sujet, voire même, bien sûr, nous remettre complètement en question, les idées, intuitives ou naïves qu'on pourrait avoir. Alors tout d'abord, on va écouter, Hugo Mercier, spécialiste de sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot et à Paris. Il étudie le raisonnement humain et la communication ainsi que l'évolution culturelle. Notamment, il est l'auteur de «L'énigme de la raison», dans laquelle il présente la théorie argumentative de la raison, et de «Pané de la dernière pluie», où il s'interroge sur la crédulité humaine dans, plusieurs de ses aspects. Dans cette in dans cette intervention, il va plutôt nous parler des travaux, présents dans ce dernier ouvrage, et il va soutenir, alors je vous spoile pas, hein, mais il va soutenir que, au contraire de ce qu'on pourrait penser et entendre surtout, assez régulièrement dans les médias, mais également dans les milieux dits de l'esprit critique ou les milieux dits sceptiques, il se trouve qu'on ne serait pas, en fait, si crédule que ça, si, facilement manipulable, ou en tout cas que l'histoire est un peu plus complexe. Ensuite, on écoutera Maxime Derex, qui est chercheur au département de sciences sociales et comportementales de la Toulouse School of Economics. Il y étudie l'évolution culturelle, en particulier le processus par lequel les innovations culturelles vont s'accumuler, à travers les générations. Et dans cette intervention nommée «Sur les épaules de personnes de taille moyenne», il faut te dire quand même qu'on a adoré, ce titre, il va nous parler de la façon avec laquelle des groupes peuvent parfois résoudre des problèmes complexes en produisant des solutions, qui auront de temps en temps tendance à dépasser la simple compréhension des individus. Donc toute la question c'est, bah, comment ce genre de choses est possible. Alors j'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, de toute façon on pourra, revenir, sur ça plus tard. Il est temps maintenant que je vous laisse la parole. On va partir sur, une trentaine de minutes chacun. Je me réserve le droit de vous annoncer quand c'est à peu près, les 30 minutes, mais voilà, pas trop de pression non plus. Et après vos 2 interventions, on passera à une série de questions, adressées soit à l'un, soit à l'autre, soit voire les 2 en même temps, même si vous-même aussi vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous poser des questions entre vous, c'est possible aussi, pendant une quarantaine de minutes environ après vos 2 interventions. Voilà. Je vous laisse maintenant la parole. Donc Hugo, je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Merci Jérémy pour l'introduction. Merci à l'association pour l'invitation. Je vais donc partager mes slides. Voilà. Donc, donc je vais parler en effet de certains travaux que j'ai effectués, que je relate dans ce livre, donc des Pannées de la dernière, intitulé Pannées de la dernière pluie. Euh, je vais commencer de manière un peu peut-être contre-intuitive par vous présenter la position que je vais critiquer, qui est très bien exprimée ici par le philosophe américain Jonathan Brennan, qui a écrit que les êtres humains sont excessivement déférents à l'autorité, ils s'abaissent devant l'opinion uniforme, ils sont influencés non pas tant par la raison que par le désir d'appartenance, par l'attrait émotionnel et par le sex appeal. Et je pense que c'est une façon de comprendre la société, de comprendre la psychologie qui est assez répandue à la fois dans la population générale, mais aussi dans une partie des intellectuels. Et donc c'est assez important de montrer à quel point elle est empiriquement problématique. Il y a son corrélat, en fait, à cette position que je vais également critiquer, qui est donc c'est un mot qui est en général attribué à Voltaire, mais qui est en fait pas mal été influencé par son traducteur. Celui qui peut vous faire croire à des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Donc cette idée que non seulement les gens acceptent facilement des croyances fausses, mais que sur la base de ces croyances fausses, ils vont ensuite s'engager dans des actions qui sont coûteuses, coûteuses pour la société, mais aussi coûteuses pour eux. Donc, à nouveau, pour essayer de résumer cette
position, assez populaire que je vais critiquer, donc en 3 points. Donc les gens sont faciles à persuader, même en masse, donc c'est facile de faire de la du prosélytisme, de faire des campagnes politiques et cetera et de convaincre comme ça des populations entières. Les gens sont faciles à persuader parce qu'ils sont incapables de juger qui croire et ce qu'il faut croire. Les gens sont crédules, ils sont un peu idiots, et que cela a des conséquences dramatiques parce que cette crédulité amène les gens à, amener à accepter des croyances fausses et ensuite à s'engager dans des actions problématiques. Donc voilà, je pense que tout ça est complètement faux. Donc pour commencer, pour essayer de combattre certaines idées reçues dans les domaines les plus courants, je vais prendre 3 exemples de tentatives d'influence de masse et pour vous montrer un petit peu, vous donner une idée de leur, réussite ou échec relatif. Donc je vais prendre les 3 exemples, donc la propagande dans un régime autoritaire, les campagnes politiques aux États-Unis et l'exemple de la pub. Donc en commençant par l'exemple de la propagande nazie, donc peut-être le plus fameux entre guillemets parmi les régimes, les propagandes des régimes autoritaires. On retrouve des résultats similaires dans d'autres tentatives de propagande, comme en Russie communiste par exemple. En fait, pendant longtemps, les historiens qui se sont intéressés à la propagande nazie se sont surtout intéressés au contenu de cette propagande. Et en fait, ce n'est que relativement récemment qu'ils se sont intéressés à l'efficacité de la propagande. Tout d'abord, d'une manière, en effet assez historique, avec des études plutôt qualitatives, comme, ce papier assez précoce de Jan Kershaw, l'un des spécialistes donc du Troisième Reich, hem, qui s'est inspiré de tout un ensemble de sources documentaires et en particulier des rapports d'opinion publique. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez Gallup en Allemagne nazie, sauf que bien entendu, on ne peut pas demander aux gens directement ce qu'ils pensent parce qu'ils vont pas vous dire la vérité. Et donc le parti nazi avait une branche qui était dédiée à essayer d'avoir une aidille de l'opinion publique, pour prévenir des révoltes potentielles. Et donc Kershaw s'est inspiré de ça pour faire une synthèse de l'efficacité de la propagande nazie. Et sa conclusion est que la propagande nazie a largement échoué, sauf lorsqu'elle pouvait s'appuyer sur un consensus existant, confirmer des valeurs existantes et soutenir des préjugés existants. Donc à nouveau, on a une population allemande qui a déjà certains avis. Et quand la propagande nazie leur dit, bon, bah, confirme ce que les gens pensent, en effet, les gens acceptent ces messages, et du coup, ça ne les fait pas vraiment changer d'avis. Ça peut éventuellement leur laisser agir sur la base de ces croyances, mais ça ne va pas vraiment les faire changer d'avis. Et de plus récemment, il y a plusieurs études quantitatives qui ont confirmé ces conclusions, dont une belle étude de Maya Adena et de ses collègues, qui met à profit le fait que les tours, donc la plupart de la propagande nazie était propagée par la radio, et les tours de radio avaient été mis en place globalement avant le régime nazi, ce qui fait que le degré d'exposition à la propagande nazie par le biais de la radio est globalement exogène. Donc c'est pas, on peut traiter ça comme une variable qui permet d'étudier à quel point les gens qui sont plus ou moins exposés à la propagande nazie, donc qui sont plus ou moins proches de ces tours, par exemple, dans le cas de cette étude-là, vont s'engager dans plus ou moins d'actes antisémites. Et donc, ce que Maya Adena et ses collègues ont montré, c'est qu'en effet, la propagande radio-nazie a parfois, semble-t-il, stimulé des actes antisémites, mais c'était seulement le cas dans les régions qui étaient déjà très antisémites. Donc, ça a juste dit aux gens, bah, regardez, le gouvernement ne va pas vous punir, ou au contraire, va vous récompenser si vous vous engagez dans l'antisémitisme. Donc, des gens qui étaient déjà antisémites, du coup, deviennent libres d'agir sur la base de ces croyances. Et à l'inverse, dans les régions qui l'étaient moins, les messages de propagande ont plutôt eu l'effet inverse. Et donc, toute cette littérature suggère, donc donne raison un petit peu à Yann Kershaw et en particulier à cette gemme qu'il avait trouvée dans un des rapports de l'agence de renseignement nazie, dont la tâche à nouveau était d'essayer de comprendre, de cerner l'opinion publique allemande. Donc c'est cette agence nazie elle-même qui disait: «Notre propagande rencontre partout un rejet au sein de la population, car elle est considérée comme fausse et mensongère». Donc on est voilà, c'est pas juste les chercheurs, de maintenant qui disent ça. Un autre exemple, c'est, celui des propag de celui celui de des campagnes politiques, en particulier les campagnes politiques américaines, parce que c'est là où il y a le plus d'argent qui est dépensé, et c'est celles qui ont été le mieux étudiées par les chercheurs. Donc ils prennent de multiples formes, donc ça peut être du canvassing, donc quand on va frapper chez les gens pour essayer de leur parler de politique, bien entendu des pubs à la télé, des pubs sur internet, passer des coups de téléphone, distribuer des flyers et cetera et cetera. Et la façon dont maintenant les politologues, enfin une des façons les politologues étudient l'efficacité de ces campagnes, c'est en faisant des expériences randomisées. Donc ils prennent les districts électoraux d'un État américain, donc là c'est un morceau de Philadelphie, donc qui est divisé en districts électoraux et on a accès aux résultats, de chaque district.
Et dans la moitié de ces districts électoraux, la campagne politique va faire un acte de campagne de plus. Donc c'est pas comme s'il y avait pas de campagne du tout dans la moitié des districts, bien sûr, ce serait, trop coûteux pour la campagne. On va faire un acte de campagne en plus, donc il faut faire plus de canvassing, on va faire plus de robocalling, ils vont distribuer plus de flyers ou, dans l'autre moitié, donc ils font moins, ou dans la moitié dans la moitié de l'État, ils vont jouer certaines pubs et ils vont pas les jouer dans l'autre moitié de l'État. Et après, on regarde si la partie de l'État dans lesquelles il y a eu plus de ces campagnes politiques, euh, les gens ont plus tendance à voter pour le candidat qui est soutenu par la campagne. Et donc, les meilleures données qu'on a là-dessus viennent d'une méta-analyse qui a maintenant quelques années par Josh Callan et David Bookman. Euh, donc, eux, ils ont analysé 40 expériences qui existaient déjà. Ils ont conduit 9 nouvelles expériences. Et de cela, ils concluent que la meilleure estimation des effets du contact et de la publicité de la campagne sur le choix des candidats par les Américains lors des élections générales, c'est-à-dire les grosses élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections sénatoriales, les élections des membres du Congrès. Donc cet effet moyen est nul. Voilà, donc c'est pas, à nouveau, donc ça veut dire qu'on ne peut pas trop distinguer s'il est tout petit ou nul, bien entendu, parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, on sait qu'il n'est pas grand. Euh, De manière générale, ce que suggère la littérature en sciences politiques, c'est qu'il n'y a aucun effet des campagnes politiques lors des élections majeures peu avant le scrutin, parce que les gens ont déjà des opinions assez fermes. Euh, il y a des effets qui sont plus importants, mais tout en restant modestes, lorsque les gens ont des opinions préalables qui sont assez malléables. Donc, par exemple, dans les primaires, où bon, tout le monde est de droite, tout le monde est de gauche, donc du coup, c'est un peu plus dur pour les gens de faire la distinction entre les candidats. Euh, il y a des effets assez forts des opinions des politiciens sur les attitudes des gens, mais que dans les sujets pour lesquels les gens ont en fait très peu d'intérêt. Donc, par exemple, si vous êtes mélenchoniste et que Mélenchon dit «Ah bah, j'aime pas ce traité commercial», vous allez dire «Ah bah, moi non plus j'aime pas ce traité commercial». Mais si Mélenchon prend position sur un sujet qui vous tient à cœur et que vous n'êtes pas d'accord avec lui, non seulement vous allez refuser ce qu'il dit, mais en plus vous allez moins le soutenir. Et globalement, l'influence joue vraiment quand même surtout dans l'autre sens, dans le sens où les politiciens dans les régimes démocratiques, mais même dans les régimes moins démocratiques, sont extrêmement soucieux de l'opinion publique, ils vont faire des sondages, donc comme on a vu même les nazis essayer de faire des sondages, ils vont faire des sondages, ils vont faire des focus group, etc., pour essayer de cerner l'opinion publique et de s'adapter à cette opinion publique dans leurs paroles et dans leurs actes. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est celui de la publicité. Donc là, on parle d'un budget qui est au moins 100 fois plus élevé au niveau du monde que celui des campagnes politiques. Donc c'est beaucoup d'argent qui est dépensé pour la pub. Mais en fait, jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas eu vraiment de bonnes études des bonnes études quantitatives bien contrôlées sur les effets de la publicité sur les comportements des consommateurs. Et la façon dont cet effet de la publicité est généralement mesuré, c'est en essayant de capturer l'élasticité, ce qu'on appelle l'élasticité de la publicité. Donc ça veut dire, imaginez, vous avez une campagne de pub qui existe déjà, donc typiquement ça fait avec des assez grosses boîtes qui sont assez bien établies. Vous augmentez la publicité par un certain facteur et vous allez regarder si les ventes augmentent d'un facteur similaire. Donc si, mettons, vous doublez les pubs et vous doublez les ventes, du coup l'élasticité de 1. Si vous doublez les pubs, mais que les ventes n'augmentent que de 50%, du coup l'élasticité est de 0,5. Et donc à nouveau, la meilleure étude vraiment sur la publicité à la télé, dans laquelle ils utilisent le fait qu'il y a des lignes aux États-Unis entre États qui sont assez arbitraires, et donc il y a des gens d'un côté qui sont touchés par certaines pubs et d'autres gens de l'autre côté qui ne le sont pas, alors qu'ils sont par ailleurs extrêmement similaires les uns aux autres. Donc ce que les résultats, donc ils ont fait ça avec des centaines et des centaines de comparaisons. Ce que ces résultats révèlent, c'est un pourcentage non négligeable d'estimations statistiquement non significatives, donc d'estimation de l'élasticité, statistiquement non significative ou négative. Donc il y a beaucoup de campagnes de pub qui ont l'air, dans cette étude, de n'avoir aucun effet, ou même d'avoir un effet négatif, même si on peut imaginer que c'est globalement du bruit. Et l'élasticité moyenne sur ces centaines de campagnes était de 0,01%. Donc en moyenne, si on double une campagne de pub, on peut augmenter les ventes de 1%. Donc à nouveau, c'est un effet, mais on est vraiment donc dans le tout petit effet. De manière générale, ce que concluent les publicitaires, ce que conclut cette littérature, c'est que les effets sont, de manière pas uniforme, mais quand même très courante, les effets de la pub sont faibles ou inexistants. Et donc ça, c'est les mots d'un gourou de l'advertising. La vérité, comme de nombreux publicitaires l'admettront facilement, est que la persuasion est très difficile.
Donc ce qu'on peut conclure de ces exemples, et j'en ai pas mal d'autres sur le prosélytisme religieux et d'autres exemples comme ça, c'est que la persuasion de masse, ne persuade presque personne. Donc ça fait changer d'avis très, très peu de gens. Quand on essaie de convaincre beaucoup, beaucoup de gens d'un coup, ça a des effets extrêmement limités. Il y a des messages qui circulent, il y a des messages qui sont acceptés par la population, mais ça va être ceux, avec lesquels la population était déjà d'accord au préalable. Et les seules situations dans lesquelles on peut imaginer faire bouger un peu les gens d'avis, c'est quand une certaine confiance a été gagnée et même là, en fait, par exemple, ça peut être une entreprise, dont on achète les produits depuis des années, on est satisfait des produits, un politicien donc on suit la ligne depuis des années avec laquelle on est satisfaite. Ces gens-là peuvent nous influencer un petit peu, mais de manière quand même, assez modeste et somme toute, plutôt rationnelle par ailleurs. Hop. Donc pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce que la persuasion de masse semble être aussi difficile? Donc selon moi, c'est parce que, les humains possèdent des mécanismes cognitifs sophistiqués de vigilance ouverte ou de vigilance épistémique, donc des mécanismes cognitifs dont la fonction est d'évaluer les informations qui nous sont communiquées, que ce soit donc par des messages, oraux, verbaux et cetera. Hem Et en gros, la façon dont, je pense que ces mécanismes fonctionnent est que lorsqu'on nous dit ou qu'on lit quelque chose, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier la plausibilité du contenu, compte tenu de nos croyances préalables. Et donc par exemple, imaginez quelqu'un qui s'appelle Johanna vous dit: «Vous devriez acheter ce téléphone». Si elle parle par exemple d'un iPhone et que vous aimez pas les trucs, tout ce qui est Apple, votre première réaction va être de dire: «Non, je suis pas d'accord avec Johanna». Et donc dès qu'on réalise que ce qu'on nous dit, est incompatible, apparemment avec nos croyances préalables, on va avoir tendance à le rejeter. Heureusement, on est capable de surmonter, cette réaction, intuitive, et négative en prêtant attention à un ensemble d'indices dans les informations qui nous sont communiquées. Donc on va essayer d'établir, est-ce que la source est bien informée ou pas? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle a nos intérêts à cœur? Est-ce que beaucoup de gens sont d'accord? Est-ce qu'il y a des bons arguments? Donc, est-ce que Johanna, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose? Est-ce que tous nos amis sont d'accord, et cetera? Et donc il y a beaucoup de littérature en psychologie expérimentale qui montre qu'en effet les gens sont tout à fait à même d'évaluer de manière, dans pas mal de cas, optimale ou quasi optimale, ces différents facteurs. Ce qui est peut-être plus remarquable, c'est que les enfants le font aussi de manière très précoce. Hem Et que, des études dans la psychologie du développement, en psychologie du développement, ont montré que, à différents âges, les enfants sont déjà capables d'utiliser ces indices. Donc par exemple, d'être plus convaincus par un bon argument que par un mauvais argument, de suivre plus une opinion qui est plus consensuelle qu'une opinion qui est moins consensuelle, de suivre plus l'opinion de quelqu'un qui est compétent versus quelqu'un qui est incompétent. Et on voit que, les élèves de maternelle sont déjà capables de prendre en compte tous ces indices, donc à nouveau d'une manière assez rudimentaire. Bien entendu, ce sont des compétences qui vont s'affiner avec l'âge. Mais ce sont des indices qui sont pris en compte avec des compétences qui existent, qui se développent de manière très précoce et a priori universelle. Donc ce qu'on observe, c'est que, lorsque ces indices sont présents, les informations exactes se répandent. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on fait face à des gens qu'on connaît, dont on connaît les expertises, on connaît les intérêts, quand on a le temps d'échanger des arguments avec eux, dans ces cas-là, non seulement on va pas changer d'avis pour rien, ce qu'on fait rarement, mais surtout, on va être capable de changer d'avis si on a de bonnes raisons. Donc quelqu'un où on reconnaît la compétence, quelqu'un qui nous donne de bons arguments, va en effet nous faire changer d'avis, de telle manière que, non seulement nous allons rejeter des mauvaises informations, mais aussi accepter les bonnes informations. À l'inverse, si ces indices sont absents, ce qui se passe, ben, nous nous retournons vers une posture un peu de scepticisme rationnel, où nous nous disons inconsciemment, si on n'a pas de bonne raison de changer d'avis, si je n'ai pas de raison de penser que la personne qui me dit quelque chose est particulièrement compétente, si elle n'a pas le temps de me donner de bons arguments, je vais rester sur mon opinion préalable parce que j'ai juste pas de bonne raison de changer d'avis. Donc ça, c'est vrai en général, mais bien entendu, il y a des exceptions. Hem Et c'est là où je passais à la 2e partie de la présentation, sur cette idée que, quand dans les situations dans lesquelles on arrive à faire croire des choses fausses aux gens, donc on arrive à contourner d'une manière ou d'une autre cette vigilance épistémique, cette vigilance ouverte, hem, ça peut vraiment avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Et donc c'est cette idée que je vais essayer de remettre en cause. Et je vais essayer de faire l'argument très rapidement que, non, parce que la plupart des croyances fausses, et en fait de manière plus précise, la plupart des croyances fausses, acquises culturellement, acquises socialement par le biais des autres, sont, réflexives. Alors qu'est-ce que j'entends par réflexive? C'est un terme qui a été introduit par Dan Sperber, et pour contraster ça avec des croyances intuitives. En fait, je pense que je vais juste vous donner directement l'exemple, ce sera plus parlant.
Donc certains d'entre vous se rappelleront peut-être une théorie du complot, une fake news, qui a beaucoup circulé pendant la campagne entre Trump et Clinton en 2016, selon laquelle donc ça s'appelle le Pizzagate, et selon cette rumeur, des enfants étaient torturés, sexuellement, attaqués dans la cave d'une pizzeria de la comète de la pizzeria, pardon, de la banlieue de Washington DC. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Pizzagate. Hem Et donc si on regarde les sondages à l'époque, Heu, il se trouve que, enfin, apparemment, il y avait à peu près la moitié des gens qui allaient voter pour Trump et même une partie des gens qui allaient voter pour Clinton, qui croyaient en quelque chose qui était un peu comme le Pizzagate. Donc il y avait, voilà, des cercles de pédophiles comme ça parmi les cercles de démocrates puissants et cette théorie du complot, parmi tant d'autres, est devenue, assez connue, en particulier parce que, ce jeune homme, Edgar Madison Welch, a décidé de prendre son fusil d'assaut et d'aller libérer les enfants. Donc ça, c'est, un bon exemple d'une croyance intuitive, dans le sens où, en fait, cette personne, elle a agi d'une manière qui découle de manière assez logique et intuitive, de ses croyances. Donc en effet, si vous croyez que, pas très loin de chez vous, des enfants sont en train de se faire torturer, de se faire abuser sexuellement, que la police est corrompue, et que, vous avez un fusil d'assaut, allez les libérer et en effet quelque chose de moral, d'admirable, de logique. C'est des actions assez normales et en effet, s'il y avait eu des enfants et qu'il les avait libérés, ce serait un héros. Il se trouve que forcément, il n'y avait pas d'enfant, donc il a été en prison. Heu, mais voilà, en tout cas, il y a une adéquation certaine entre ses croyances et son comportement et là, ça donne l'idée qu'en effet, avoir ces croyances, complotistes dans ce cas-là ou ces fausses croyances peut être extrêmement coûteux parce qu'en effet, il a fini en prison. Cependant, en fait, ce que l'expérience suggère, c'est que l'immense majorité des gens qui croient, qui croyaient dans cette théorie du Pizzagate, en fait, n'avaient pas ce genre de croyances, avaient plutôt des croyances réflexives. Comme cette personne qui a écrit sur le site Google de la donc de Comet Pizza, que la pizza n'était pas assez cuite, qu'il y avait des gens suspects, autour du bar qui arrêtaient pas de dévisager les enfants, mon fils et les autres enfants qui étaient dans le restaurant et que je n'y reviendrai absolument pas et je commence à me dire que les théories du complot à propos de cet endroit sont vraies. Donc là, on a un comportement qui est complètement hallucinant en fait, en relation avec les croyances, dans le sens où déjà on dit: «Bon, bah, on suspecte qu'il y a de la pédophilie et de la torture qui a lieu dans cet endroit-là», mais on commence à dire quand même que la pizza était pas assez cuite, et on y va avec son fils, parce que bon, il y a plein de red flags et là, on c'est alors ça veut pas dire que cette personne, y croit pas, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a une certaine dissociation entre sa croyance, professée en tout cas et son comportement. Et bien entendu, des gens qui ont essayé de libérer les enfants avec un fusil d'assaut, il y en a qu'un, alors que des gens qui ont laissé des revues négatives sur le restaurant, il y en a des milliers. Ce qui suggère que l'immense majorité, quasiment toutes les personnes qui croyaient en cette théorie du complot le croyaient plutôt de manière réflexive. Et c'est un contraste qu'on retrouve de manière plus générale avec les théories du complot. Euh, Quand les gens sont complotistes, au sens où on l'emploie habituellement, donc des gens qui croient dans la théorie du complot fausse, souvent, les gens ont aucun problème pour exprimer ces théories. Ils vont aller sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, ils écrivaient des blogs, ils écrivent même des livres, ils vont à la télé, ils ont une chaîne YouTube. À l'inverse, les gens qui ont été des témoins de vrais complots, donc les gens qui seraient des lanceurs d'alerte potentiels, ils ont une réaction qui est complètement opposée. Typiquement, c'est des gens qui ont peur, qui sont en colère, qui ont des réactions émotionnelles fortes et qu'il est très dur de faire parler. C'est vraiment pas facile de faire parler le lanceur d'alerte parce qu'ils savent qu'il peut y avoir vraiment des conséquences réelles s'ils s'expriment. Et donc là, on a dans un cas, le cas des lanceurs d'alerte potentiels, des gens qui ont une croyance intuitive parce qu'ils ont vu des documents qui étaient détruits, ils ont vu leur boss s'engager dans des comportements problématiques. Et du coup, ils savent qu'il peut y avoir des vraies conséquences pour eux. Et eux, ils ont tendance à se taire. Et à l'inverse, les complotistes, qui a priori ont plutôt des croyances réflexives, qui eux disent des choses et qui sont pas vraiment cohérentes en fait, parce que accuser être américain et accuser la CIA d'avoir orchestré le 11 septembre, en fait, si la CIA avait fait le 11 septembre, probablement, elle pourrait te tuer si tu disais ça. Donc c'est pas extrêmement cohérent. Il y a d'autres exemples dans la littérature, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous donner un autre exemple qui est que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a changé un petit peu de ce que je fais d'habitude, académiquement. C'est l'exemple de la théorie des humeurs. La théorie des humeurs, c'est qui a été élaborée d'abord par les écrivains hippocratiques, ensuite de manière plus, rigoureuse, disons, par Galien, le médecin gréco-romain au début du 1er millénaire.
Donc selon cette théorie, la santé et les maladies et la maladie sont déterminées par la balance, l'équilibre entre 4 humeurs. Donc je sais jamais, mais une des humeurs en tout cas est le sang, et parfois du coup les gens ont trop de sang et c'est cette abondance de sang qui causerait, tout un ensemble de maladies. Donc pour Galien, c'est à peu près beaucoup de maladies peuvent être, sont causées par ça et du coup pour rétablir cette balance, cet équilibre entre les humeurs, il faut faire de la saignée. Donc il faut pratiquer la saignée, il faut faire couler un peu de sang. Parce que remettre du sang dans les gens, c'est pas facile. Enfin, maintenant, on sait le faire, mais à l'époque, ils savaient pas trop. Hem et donc Galien, comme beaucoup d'autres, penseurs avant lui et après, donc recommande la saignée pour tout un ensemble de maladies, y compris dans le cas de Galien, dans le cas de l'hémorragie, ce qui est assez rigolo. Hem et donc ça peut paraître être des croyances extrêmement coûteuses, dans le sens où, par exemple, quand George Washington est tombé malade avec une infection de la gorge dans l'hiver de 1799, forcément, à l'époque, Washington, c'était vraiment un espèce de dieu humain aux États-Unis, donc tous les meilleurs médecins du pays sont appelés à son chevet. Et qu'est-ce qu'ils font, ces meilleurs médecins du pays? En quelques jours, ils vont le drainer de 2,5 litres de sang, donc à peu près la moitié de son sang. Après quoi, George Washington va mourir. De manière pas complètement surprenante, même si les médecins maintenant se disputent encore est-ce que la saignée l'a tué ou est-ce qu'il serait mort de toute façon, mais en tout cas, il y a un consensus sur le fait que ça ne l'a pas aidé. Donc voilà, donc là, il semble qu'on soit dans un cas dans lequel il y a ces croyances fausses qui se répandent et qui causent des comportements coûteux. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe, et on le sait parce que quand on regarde la distribution des gens qui pratiquent la saignée dans le monde, on voit que dans chaque point rouge, c'est une culture dans laquelle la pratique de la saignée est documentée. On voit qu'environ un tiers des cultures humaines pratiquent la saignée. Donc, bien entendu, aucune de ces cultures n'a jamais entendu parler des écrivains hippocratiques, de Galien ou de qui que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, ne jugeons pas vraiment typiquement de théorie pour expliquer leur pratique. Et donc, ce que ces données suggèrent, c'est que, pour des raisons intéressantes qu'on pourrait discuter ensuite, faire couler un peu de sang à une fin thérapeutique est une pratique qui est intuitive, qui émerge de manière quasiment spontanée dans une bonne partie des sociétés humaines, et que les théories, comme la théorie des humeurs qui vise à expliquer cette pratique, apparaissent dans des cultures qui aiment bien justifier leur choix, qui aiment bien dire: «Bah, voilà, je peux pas juste, aller couper les gens pour faire couler un peu de sang, il faut que j'ai une théorie sur pourquoi je veux faire ça». Mais que la causalité va de cette pratique intuitive vers ces théories réflexives, pardon, et que la causalité inverse est assez limitée. Enfin, il y a des petits effets. Galien va dire qu'il faut faire plus de saignée dans tel cas, il faut la faire de telle manière. Mais globalement, la causalité va clairement du côté intuitif de la pratique vers les théories plutôt que l'inverse. Il y a un autre exemple, dernier exemple, assez, un peu plus moderne, mais conceptuellement un peu similaire. Donc ça, c'est un graphe des opinions vis-à-vis de la vaccination dans un ensemble de pays dans le monde. En rouge, la ligne rouge en basse, c'est les gens qui sont vraiment sûrs que les vaccins ne sont pas bons pour nous, que les vaccins ne sont pas sûrs. Et on voit malheureusement, je ne sais pas si vous voyez là en France, on est les plus mauvais élèves. C'est un peu le pays de Pasteur, c'est quand même vraiment triste. La ligne bleue, c'est les gens qui savent pas trop si les vaccins sont complètement sûrs ou pas. Et la ligne verte, c'est les gens qui sont complètement sûrs que les vaccins sont sûrs. Je suis désolé, c'est pas très clair. Euh, et ce qu'on voit, c'est que partout dans le monde, il y a une toute petite minorité qui est vraiment anti-vax, et il y a à peu près la moitié des gens qui sont un peu, ça dépend, quoi, qui sont pas complètement sûrs. Et ça, bon, là, on remonte pas très longtemps, mais si on remontait davantage dans le temps, ce serait la même chose. Si on remonte les premières campagnes d'inoculation et de vaccination en Angleterre au XIXe siècle, il y avait déjà une opposition. Donc partout dans le monde, la vaccination crée une opposition qui n'est pas du tout unanime, bien sûr, mais qui existe. Mais cette opposition, elle prend des formes très différentes, et en particulier, les raisons que les gens donnent pour refuser la vaccination varient énormément. Donc nous, on est familier avec l'autisme, parfois aussi avec l'aluminium dans les adjuvants, mais il y a des endroits où les gens disent que, voilà, que ça va rendre les gens stériles, que c'est un complot des Occidentaux contre la population locale, que c'est le WHO qui organise ça, qu'il y a du mercure, que ça fait de la microcéphalie. Enfin voilà, donc il y a toute une variété d'explications. Et ce que ça suggère, ce genre de pattern, en fait, quand on a des attitudes ou des comportements comme le rejet de la vaccination qui sont universels, mais que les raisons que les gens avancent varient énormément, c'est que ce rejet de la vaccination, il est relativement intuitif et on va le retrouver il va émerger à nouveau partout où la vaccination sera proposée, plus ou moins tant que les gens seront des gens.
mais que les raisons que les gens, vont adopter, elles, sont déterminées par la culture qui nous entoure. Donc pour conclure, nous ne sommes pas crédules, nous sommes au enfin, c'est voilà la thèse que j'ai en tout cas essayé de défendre. Nous sommes au contraire dotés de mécanismes efficaces de vigilance ouverte, donc des mécanismes cognitifs dont la fonction vraiment est de savoir, bon, à qui je peux faire confiance, quelles informations je peux croire ou pas croire. Ces mécanismes vont prêter attention à un ensemble d'indices, donc est-ce que la personne qui me parle est bien informée? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'il y a de bons arguments et cetera? Hem, quand, quand on parle à des gens qu'on connaît, quand on a le temps d'échanger des arguments, ça marche vraiment bien. Donc voilà, c'est typiquement, là, on parle d'informations qui nous touchent directement, des informations qui vont guider nos décisions personnelles, nos décisions au travail. Ce sont des mécanismes qui fonctionnent de manière très juste. Hem Et le problème principal, en fait, de l'environnement dans lequel on se trouve, c'est que souvent, on n'a pas ces indices-là. Donc, il y a quelqu'un sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, même à la télé, dans les médias, qui nous dit des choses qui sont vraies, mais en fait, on n'est pas à même d'évaluer son expertise. On ne se rend pas compte de à quel point la personne est compétente. On ne se rend pas compte de la qualité des arguments parce qu'on ne prend pas le temps de lire en détail tout l'argumentaire qu'elle a pu apporter. Et du coup, on va rester sur nos opinions préalables alors qu'on aurait pu changer d'avis. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Merci. Heu, on va passer, si vous le voulez bien, à la présentation de Maxime et dans un dernier temps, on reviendra sur les discussions et les questions. Du coup, Maxime, si tu veux partager ton écran. Trop bien, C'est bon? marche. Ouais, ça a l'air de fonctionner. T'en prie. Allez, OK. Bon, bah, déjà, merci beaucoup, merci beaucoup Jérémy pour l'introduction et merci à l'association pour l'invitation. Donc moi, ça va être un peu différent. À la base, je travaille pas sur la pensée, critique, du moins pas directement. Je travaille plutôt sur ce qui relève davantage du domaine du raisonnement collectif et encore, je dirais d'une forme assez particulière de raisonnement collectif. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais très rapidement dire quelques mots sur les questions, qui motivent ma recherche. Le but, c'est un peu de clarifier le cadre général dans lequel elle s'inscrit pour que tout le monde puisse comprendre, ce que je fais et en espérant qu'il y a des liens à faire avec la présentation d'Hugo et la pensée critique en général. Donc à la base, je viens de la biologie de l'évolution et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, comment un primate tropical a réussi à coloniser, la plupart des habitats terrestres, de la planète. Et donc il s'agit d'habitats, enfin certains de ces habitats sont des habitats pour lesquels on n'est pas adapté, génétiquement. Et dans ce contexte, la production d'outils complexes, notamment, donc des outils comme les arcs ou les kayaks, vont devenir absolument cruciales, pour notre survie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comment en fait on produit ces solutions. Donc intuitivement, souvent l'idée c'est que, on a un gros cerveau et on a des capacités de raisonnement assez développées et donc on est capable d'innover, et de développer des outils complexes. Donc ça, c'est évidemment en partie vrai. Mais une autre chose qui est également vraie, c'est que ces solutions résultent d'un processus, collectif qui opère, sur le long terme puisque, ces outils, ils apparaissent pas, soudainement, mais ils résultent vraiment de processus, graduels qu'on appelle, la culture cumulative et par lequel les innovations, sont accumulées au cours du temps. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est expliquer brièvement comment ce processus fonctionne, dans le but d'illustrer les mécanismes qui participent à notre capacité à résoudre, certains problèmes collectivement et donc j'espère dégager, des liens possibles avec la notion de pensée critique. Donc en gros, pour vraiment simplifier, la façon dont on voit ce processus dans mon domaine, heu, on va partir de cet exemple-là où on va avoir une génération là qui est appelée G0, qui produit des outils de pierre. Alors juste petite parenthèse à ce sujet, je parle d'outils de pierre parce que par rapport à mes questions de recherche, on s'intéresse souvent à des techniques qui sont assez simples, enfin simples relativement à ce qui existe aujourd'hui, mais c'est un processus qui est pertinent, pour expliquer l'émergence d'autres technologies, que ça soit, je sais pas, un vélo, une voiture ou encore un smartphone, par exemple. Heu, donc on considère que le processus sous-jacent, c'est un peu le même. En gros, il fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a de la variation, on a une génération qui exploite, des outils, qui sont pas tous les mêmes
et la génération suivante va apprendre de la génération précédente en utilisant des stratégies, des indices en fait pour maximiser la pertinence de l'information qui va être acquise auprès de la génération précédente. Donc là, par exemple, ça peut être le succès. On va dire que cet outil-là, c'est le plus efficace dans le groupe. À la génération suivante, les individus vont s'inspirer de cette solution et encore une fois, on va observer de la variation, c'est-à-dire des individus qui produisent des outils qui sont assez similaires, mais il y a aussi des outils qui vont être moins bien et d'autres qui vont être meilleurs. Et en fait, ce processus se répète de génération en génération et en fait, on accumule, ce que nous on appelle des modifications bénéfiques ou, enfin, ce qui sont des innovations et donc c'est un processus qui est vraiment, collectif. On voit que les outils là qu'on observe, ils ne sont pas produits par un individu isolé, mais ils résultent, heu, d'un processus qui opère au niveau de la population et donc il y a un certain nombre de modèles théoriques qui ont étudié ce processus et qui mettent en avant l'importance de certains mécanismes, notamment la transmission culturelle, le fait que les individus puissent apprendre d'autres individus, mais aussi des caractéristiques de la population. Puisque vu que c'est un processus collectif, on imagine bien que certaines caractéristiques de la population vont affecter l'efficacité, avec laquelle ce processus, opère. Donc une caractéristique, par exemple, c'est la taille de la population. Pourquoi la taille de la population est importante? Parce que, en fait, elle va aider à enfin, elle va favoriser la maintenance, de l'information bénéfique, et aussi son amélioration. Donc là, très brièvement sur cette figure, en gros, ce que ça illustre, c'est que si on a je vais essayer à ce que ce soit pas trop technique, mais imaginons dans une population, hop, pardon, on a ce qu'on appelle un modèle, donc quelqu'un qu'on essaye duquel on va essayer de s'inspirer, qui a une certaine compétence. Ici, il est fixé à 60, c'est complètement arbitraire, c'est pas important. Et on voit en ordonnée la probabilité d'acquérir cette compétence. En gros, ce que montre cette courbe, c'est qu'en moyenne, on va dégrader cette compétence. Alors c'est une hypothèse, mais en général, quand on essaie de copier, enfin, ou d'apprendre des choses qui sont assez complexes, on va pas y arriver tout de suite, voire on va pas y arriver du tout. Par exemple, tout à l'heure, je mentionnais les kayaks qui sont faits, j'ai pas détaillé, mais c'est des kayaks dans les populations traditionnelles, inuits notamment, qui sont faits à base d'os, de baleines, avec des peaux de phoque. C'est des choses qui sont assez complexes à produire. Si j'observe une démonstration, je vais pas être forcément en mesure de reproduire, cette technologie. Donc en général, je vais dégrader, cette compétence, pour différentes raisons. Ça peut être des raisons qui sont liées à celles qu'Hugo mentionnait, c'est-à-dire, que peut-être, je fais pas confiance à la façon dont la personne, construit son kayak et que je préfère, «innover» entre guillemets de mon côté. Je me retrouve avec une solution qui est, moins efficace. Donc ça, c'est dans la plupart des cas, ça représente l'air sous cette courbe ici, à gauche de la ligne verticale. Et de temps en temps, c'est possible que j'améliore, cette technique. Du coup, si ça, c'est un peu notre modèle de base, on voit assez facilement pourquoi la taille de la population va avoir un rôle qui est extrêmement important. Parce que ce qu'on voit à gauche, par exemple, c'est une population qui est petite, c'est-à-dire qu'il y a peu d'individus qui vont essayer de copier et parce que la probabilité de dégrader cette compétence, est importante, en moyenne, on va avoir des individus qui se retrouvent avec, un niveau de compétence qui est inférieur. À l'inverse, si on se situe dans le cas qui est à droite, où on a plus d'individus dans la population, on a plus de chances qu'un individu produise quelque chose qui est au moins égal à ce qu'il a observé en termes de compétences, voire un peu mieux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme je l'expliquais précédemment, à la génération précédente, les individus vont copier l'individu qui a le meilleur niveau de compétence et ça va décaler la moyenne de la population, progressivement. Pour rendre ça plus concret, je vais vous montrer une expérience qu'on a faite il y a quelques années avec des collaborateurs. Donc, en fait, nous, ce que je fais dans ma recherche, c'est, je développe des tâches qui capturent certaines caractéristiques qui reflètent les technologies, réelles et j'invite des participants en laboratoire et je leur demande d'apprendre une technique, voire d'améliorer une technique. Donc dans cette expérience-là, il y avait 2 tâches potentielles. Alors à gauche, ça représente un design de flèche en pierre et à droite un filet de pêche, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une tâche qui est simple et une tâche qui est complexe.
Et en gros, on introduit des démonstrations, on montre à des individus comment réaliser ces 2 technologies et on introduit ces démonstrations dans des groupes de différentes tailles. Donc là, ici, on a des groupes avec une taille de 2 individus, 4 individus, 8 individus et 16 individus. Je montre rapidement le type de démonstration, c'est-à-dire que ça, on dit aux participants: «Voilà, il faut produire ça pour produire une technologie simple dans cette expérience». Après, on leur dit que ça leur donne un certain nombre de points. On leur montre également comment produire une technologie qui est plus complexe. Donc vous voyez là qu'il y a plus d'étapes, il y a différents types de matériaux et en gros ça fait, énormément d'informations, à se souvenir, ce qui rend la tâche, heu, plus complexe. On dit aussi aux participants que s'ils arrivent à reproduire cette technologie, ils ont un nombre de points plus important. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, s'ils font la tâche simple, en moyenne, ils vont avoir un score autour de 1600, qui est un bon score. Ils vont avoir de la variation autour de ce score s'ils modifient cette technologie, mais en moyenne, ils vont avoir un score qui est décent. S'ils essayent technologie complexe, s'ils y arrivent très bien, ils ont un score qui est haut, voire très haut. Là, c'est quand on se déplace à droite sur cette figure, mais ils ont quand même une probabilité très haute d'avoir un score qui est très faible. Ok, c'est ce qu'on voit tout à gauche sur la figure. Donc en gros, il y a un risque, il y a des incitations à produire la tâche qui est complexe, mais elle est plus dure à réaliser que la tâche simple. Et donc en gros, on introduit ça dans des groupes de différentes tailles et les groupes après ont plusieurs essais, enfin chaque individu a plusieurs essais et ils peuvent apprendre à chaque essai, des autres membres de leur groupe. Et nous ce qu'on regarde, c'est ce qu'on obtient à la fin de l'expérience. On regarde si les gens ont réussi à apprendre, la tâche simple, la tâche complexe, s'ils ont réussi à l'améliorer ou s'ils l'ont dégradé par rapport à ce qu'on a introduit. Donc là, ce qu'on voit, c'est le score, le score de la tâche simple en fonction de la taille, du groupe. La droite horizontale, c'est le score de la technologie qu'on a introduit, la tâche simple qu'on a introduit. Et on voit clairement un effet de la taille du groupe, c'est-à-dire que plus vous êtes dans un groupe important, plus vous allez produire une technologie qui est efficace. Et on a à peu près, la même chose avec la tâche complexe. Plus vous êtes dans un groupe qui est large, plus vous allez produire une technologie qui est, efficace et on voit aussi que dans les groupes de petite taille, en général, la performance de la tâche complexe s'est dégradée. Je reviendrai là-dessus, plus tard dans la présentation. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que des individus dotés des mêmes capacités de raisonnement, en fait, ils vont produire des solutions qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins complexes, heu, en fonction de leur environnement social, en l'occurrence ici, des caractéristiques du groupe, dans lesquels ils font partie et ici on regardait la taille, du groupe. Il y a d'autres variables, qui vont affecter la capacité des individus à résoudre des problèmes, notamment la connectivité et cet effet, là, il est un peu, contre-intuitif. En général, on pense que quand on est bien connecté, ce qui va se passer, c'est qu'on a plus de chances d'apprendre l'information qui est la plus pertinente ou que l'information va diffuser les innovations vont diffuser rapidement, ce qui va permettre, à d'autres individus de continuer à innover, d'accumuler les innovations plus rapidement. Donc juste pour, heu, être vraiment explicite sur ce que signifie cette figure, là, ce qu'on a en ordonnée, c'est disons la performance d'une technologie et en abscisse, on a différentes solutions. Donc là, imaginons, je sais pas, on utilise une lance, ça veut dire que les lances, assez courtes, elles sont très efficaces. Si on augmente un peu la longueur, ça va être moins bien, mais si on va vraiment, si on continue à augmenter, on va avoir un pic. Donc là, c'est le pic qui est plus haut, qui veut dire, en gros, les lances de taille moyenne, c'est les meilleures. Puis après, il y a des lances très longues, qui pourraient être, également intéressantes, mais moins performantes que les lances de taille moyenne. Donc c'est arbitraire, hein, ce que je décris, mais c'est juste pour illustrer ce que veut dire cette courbe. En fait, ici, on est dans un cas, heu où, c'est assez difficile de trouver la solution, optimale parce qu'il y a pas un signal clair. C'est-à-dire que si on a une lance et qu'on augmente, sa longueur, à un moment elle va être mieux, mais si on continue à augmenter, elle va devenir moins bien. Si on continue à augmenter, elle peut être encore meilleure. Donc ça fait des pics et des creux
dans la fonction de performance, on va dire. Donc ce qui se passe quand on est complètement connecté, c'est que, imaginons là, on a 6 individus qui ont choisi, 6, lances, différentes. On va observer de la variation en termes de performance. Ici, il se trouve que la lance, la plus performante, elle n'est pas sur le pic optimal. Ce qui fait que si tous les gens sont connectés et apprennent de l'individu qui a, le plus performant, en gros, ils vont converger vers un pic avec ce qu'on appelle un maximum local. Maintenant, si on prend, la même distribution de départ dans une population partiellement, connectée, donc ici on a 3 sous-groupes de 2 individus. Donc on a toujours 6 individus, mais ils ne sont pas tous connectés les uns aux autres. Il y a un groupe rouge, un groupe orange et un groupe jaune. Ce qu'on voit, toujours, si les individus utilisent la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils essayent d'apprendre de l'individu qui a le plus de succès, ils vont pas converger vers les mêmes zones, de l'espace des possibilités. Et ça va permettre d'augmenter l'exploration de l'espace des possibles et ça peut permettre aux individus des groupes partiellement connectés, de découvrir des solutions qui sont supérieures. Alors, je vais pas décrire la tâche qu'on a utilisée, mais on a fait une expérience pour tester cette hypothèse et ce qu'on voit là, ici, on voit le score, au cours du temps avec en bleu les groupes complètement connectés. Donc au début, ils vont très vite en fait, ils améliorent très rapidement, parce qu'ils explorent, assez efficacement localement et en fait, ils se retrouvent coincés sur un pic. Alors que les individus dans des groupes partiellement connectés, les innovations s'accumulent pas aussi vite, mais en fait, c'est bénéfique parce qu'ils explorent plus largement et sur le long terme, en fait, ils continuent à innover, alors que les groupes partiellement connectés sont bloqués sur leur, optimum local. Heu, Ça, je vais passer rapidement, mais en gros, ça illustre que, encore une fois, les caractéristiques, du groupe vont vraiment, vont affecter 2 choses. En fait, c'est ce qu'on voit en bas sur la figure. On voit un réseau qui est plus ou moins connecté et en fait, quand on réduit la connectivité du réseau, on va augmenter la probabilité de perte de l'information sociale. C'est ce que je mettais en avant tout à l'heure avec les groupes de, où je disais que les tâches complexes étaient moins maintenues, dans les groupes les plus larges. En fait, quand on a quelque chose de difficile à apprendre, s'il y a peu de gens qui sont exposés, il y a de grandes chances que cette information soit perdue. Donc quand on réduit la connectivité, on augmente la probabilité de perte de l'information sociale, mais en même temps, on, augmente la diversité ou l'exploration des solutions, enfin, la diversité des solutions qui sont explorées. Et ça veut dire, c'est ce qu'on voit dans la figure en haut, que par exemple des groupes qui ont des une, heu, une connectivité intermédiaire, en fait, vont sur le long terme avoir les meilleures performances. Par rapport à des groupes qui sont très faiblement connectés, qui eux vont perdre beaucoup d'informations. Donc là, c'est la courbe en blanc, et la courbe en rouge, c'est les groupes complètement connectés. Alors eux, ils améliorent très vite au début, mais ils sont limités dans leur capacité à explorer largement et à découvrir toutes les solutions. Donc en fait, quand on a une connectivité intermédiaire, en fait, on va trouver un équilibre entre, la diversité qu'on génère et l'information qu'on perd en l'occurrence, mais ça donne les meilleures performances. Donc toujours la même idée, hein, c'est que les caractéristiques des groupes, vont affecter, la capacité des individus à, produire, à découvrir des solutions, à résoudre des problèmes. Heu, donc c'est-à-dire des individus avec les mêmes, encore une fois, capacités de raisonnement, vont être capables de résoudre des problèmes bien plus complexes en fonction des caractéristiques de la population, heu, dans laquelle ils sont, immergés, on va dire. Alors ce qui a été proposé, c'est que, ce processus-là, il peut, créer des solutions, complexes, ça c'est ce que je viens d'illustrer, mais en fait, il peut le faire, même quand les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. La seule chose, qui est nécessaire, c'est que les gens soient capables de distinguer entre, en gros, des modèles culturels, et vont pouvoir sélectionner de façon pertinente, de qui ils veulent, apprendre une compétence, ou une technique. Donc en théorie, heu, ce processus-là, il va pouvoir générer des solutions qui sont au-delà de la compréhension des individus. C'est ce qu'on a voulu tester, en laboratoire et pour ça on a utilisé cette tâche-là, qui est, en fait une roue qui est posée sur des rails inclinés et le but,
la tâche pour les participants, donc encore une fois qu'on invite en laboratoire, c'est de poser ces 4 colliers là, c'est des poids en fait, qui peuvent positionner sur les rayons de la roue, de façon à faire descendre la roue le plus rapidement possible entre les 2 flèches qu'on voit à l'écran. Donc je vous donne un exemple, là c'est 4 poids posés plus ou moins, aléatoirement et on voit que la roue descend. Et ce qu'on demande aux participants, c'est d'optimiser la configuration, de ces poids. Donc optimiser la configuration pour pour minimiser le temps que prend la roue à descendre ces rails. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la performance de la roue, elle va dépendre seulement de 2 variables, son moment d'inertie, ce qui est illustré à gauche, c'est-à-dire que si tous les poids sont à la même distance de l'axe, il vaut mieux qu'ils soient plus proches de l'axe. En général, les gens ont une très mauvaise intuition, ils mettent les poids à l'extérieur. C'est mieux, de les mettre à l'intérieur. Si vous imaginez, je sais pas, quelqu'un qui fait du patinage artistique, pour tourner plus vite, il faut ramener les bras, près du corps pour tourner plus rapidement. Donc si on réduit le moment d'inertie, la roue va tourner plus rapidement. L'autre variable, c'est celle qu'on voit à droite, c'est la position du centre de masse. Donc là, les 2 configurations que vous voyez à droite, en fait, c'est les mêmes en termes d'inertie. Celle de droite, en fait, elle a été tournée de 90° par rapport à celle de gauche. Ils ont la même inertie, mais le centre de masse est au-dessus de l'axe, dans celle de gauche, alors qu'il est à droite de l'axe, dans pour celle de droite. Donc si, rapidement pour illustrer, si on change l'inertie, donc en faible moment d'inertie à haut moment d'inertie, je vous montre rapidement, vous voyez que ça va beaucoup plus vite quand les poids sont au centre. OK, je passe vite là-dessus. Donc ici, encore une fois, même inertie, il y a une roue qui a été tournée de 90°. Celle de gauche, où l'axe où le centre de masse est plus haut, va accélérer, heu, plus rapidement que celle de droite. OK, donc en gros, ce qu'on fait dans cette expérience, c'est qu'on fait ce qu'on appelle les chaînes de transmission. On simule des générations successives. C'est-à-dire qu'on va avoir un participant qui a 5 essais, et les 2 derniers essais, les 2 dernières configurations vont être transmises au participant suivant. Il aura à nouveau 5 essais et les 2 dernières configurations seront transmises au participant suivant et ainsi de suite. Et ce qu'on fait pour mesurer la compréhension des participants, c'est qu'on introduit, des tests pour mesurer leur compréhension et ça, c'est assez simple, vu ce que je vous ai décrit, précédemment, c'est qu'on leur met des roues, qui, varient en termes d'inertie, par exemple, et on demande aux gens de prédire laquelle ira le plus rapidement. Donc si vous avez une bonne compréhension du système et que je vous montre ces 2 roues, les 2 roues qui sont à gauche, ça c'est un test pour mesurer s'ils comprennent l'inertie. Les participants devraient dire que la roue, 1, celle qui est à gauche, va aller plus vite. S'ils ont une bonne compréhension, du centre de masse, ils devraient dire que celle qui est à gauche, encore une fois, la roue 1, devrait aller plus vite. Donc ça nous permet d'avoir un score, on leur met différentes paires de roues comme ça qui varient en termes d'inertie et de centre de masse et on mesure leur compréhension. Donc déjà ce qu'on voit quand on fait ces chaînes de transmission, c'est que, à travers les générations, donc là en ordonnée on a la vitesse et en abscisse on a le les générations, enfin les essais, 5 essais par participant, il y a 5 participants dans les chaînes. On voit que les gens développent des roues qui sont de plus en plus, rapides, en tout cas rapides à couvrir cette distance. Et quand on mesure leur compréhension, ce qu'on voit en bas, donc il y a le score de compréhension, en ordonnée, on voit que c'est complètement stable. Donc ça veut dire que les gens qui sont plus tard dans les chaînes ont des roues qui vont beaucoup plus vite, mais ils n'ont pas une meilleure compréhension, que les individus qui sont, en début de chaîne. Alors, ce phénomène, en gros, ce que je veux illustrer ici, c'est que ce processus, encore une fois, de culture cumulative, il peut produire des solutions, même si on ne comprend pas comment elles fonctionnent. C'est pas quelque chose qui est limité, à cette tâche spécifique, c'est quelque chose qui est, pertinent encore aujourd'hui. Je voulais juste mentionner un exemple, mais il y en a d'autres. Cet exemple, c'est, les LLM, par exemple. Il y a un en intelligence artificielle, il y a quelque chose qu'on appelle le grokking, par exemple. Et en fait, c'est le fait de fournir à des modèles, énormément de données et initialement, ils vont en fait se surajuster aux données, ce qu'on appelle l'overfitting. Ils vont être très bons
sur les données, enfin prédire des choses liées aux données avec lesquelles ils ont été entraînés, mais ils vont pas être capables de généraliser. Et si on continue à leur fournir encore des données, soudainement ils vont se mettre à généraliser. C'est quelque chose en fait qui a été découvert vraiment par hasard, avec des gens qui ont continué à donner des données, au modèle et ils s'attendaient pas du tout à ce que ça les aide à généraliser. Donc ça a vraiment été découvert par hasard et on comprend encore, très mal, pourquoi, ils sont capables de généraliser au-delà après, avoir en gros surajusté les paramètres aux données. Heu, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé très largement, exploité très largement pour entraîner les modèles. Pardon, hop. Donc, en fait, ce que je trouvais, pertinent par rapport à la pensée critique et ce qu'on va, discuter ensuite, c'est que ça met un peu en évidence une tension un peu centrale, par rapport au processus de culture cumulative qui est, comment évaluer, préserver et transmettre en fait ce qui a été, produit, avant nous, alors même que cette solution dépasse, notre compréhension individuelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, puisque ça dépasse notre compréhension individuelle, les individus qui utilisent ces solutions, ils vont pas vraiment être en mesure d'expliquer, pourquoi, elles sont supérieures à d'autres. Et les individus qui cherchent à apprendre des autres vont pas forcément être capables d'évaluer la pertinence des solutions qu'ils observent. Je vais vous donner un exemple puisqu'on a fait une expérience pour tester ça. Basé sur la tâche que je viens de présenter, on avait différents traitements. En fait, ce qu'on a fait, c'est on a un traitement contrôle, hem, où les individus reçoivent pas de t en fait, c'est la même expérience, à peu près. Il y a pas de chaîne. Je vais vous montrer le détail, d'ailleurs je vais le donner tout de suite. C'est juste que dans cette expérience, les individus avaient juste 5 essais et avant d'avoir ces 5 essais, donc 5 essais pour optimiser la roue que j'ai présentée tout à l'heure, mais avant ces 5 essais, alors soit ils recevaient, aucune théorie, soit ils recevaient une théorie qui était incorrecte, donc pas du tout pertinente pour, améliorer leur configuration, soit ils recevaient une théorie qui était partiellement correcte, c'est-à-dire par exemple une théorie qui va leur dire: «C'est mieux de mettre les poids proches du centre», ce qui est en gros une théorie à propos de l'inertie, soit une théorie partiellement correcte à propos du centre de masse, ou soit une théorie complètement correcte, donc qui capture les 2 dimensions qui sont importantes pour optimiser leur roue. Et nous, ce qu'on voulait voir en fait, c'est ce qui allait se passer à la fin de l'expérience. Donc on leur donne des choses qui varient en termes de pertinence pour maximiser leur performance et on voulait voir en gros la stabilité de cette information et la persistance de cette information. Savoir en gros si les gens sont capables de filtrer, heu, ou même de tout de suite, évaluer la pertinence de cette information. C'est-à-dire, ils pourraient ne pas prendre en compte du tout l'information sociale ou à l'inverse, ils pourraient prendre en compte toutes, enfin de la même façon, toutes les types d'informations, quelle que soit leur pertinence. Heu, Ça, c'est des petits détails méthodologiques, mais juste pour insister sur le fait que les gens ont des incitations dans nos expériences à produire des roues qui vont vite et ils ont aussi des incitations à produire des théories qui sont corrects. Ils sont payés si leurs théories sont correctes à la fin de l'expérience, enfin ils sont payés davantage, heu, si les théories sont correctes et ils sont payés davantage si leurs roues, descendent rapidement. Donc en gros voilà, c'était ce que je disais. Ça, c'est un exemple. La roue couvre la distance plus rapidement quand les poids sont proches, de l'axe. Donc ça, c'est une théorie sur l'inertie. Par exemple, quelqu'un reçoit cette théorie. Après, cette personne a 5 essais pour explorer, maximiser sa performance et à la fin, on leur demande, leur propre théorie sur le système. Et en gros ici, sur cette figure, donc là je vais détailler enfin je vais passer un peu de temps juste pour être sûr de bien expliquer ce qui se passe. En gros ici, la droite là, verticale, enfin ce qu'on montre, c'est le changement dans la probabilité de produire une théorie en fonction de la théorie reçue. OK? Donc ici, ce que je montre, c'est les participants qui ont reçu une théorie correcte. Le changement dans la probabilité de produire cette théorie correcte par rapport à des gens qui n'ont rien reçu. OK? Donc là, ce qu'on voit, c'est que, en gros, tout en bas, on a théorie, incorrecte. Il y a pas de changement par rapport aux participants qui n'ont pas reçu de théorie
du tout et c'est normal puisque les, individus qui n'ont pas reçu de théorie ne produisent très rarement le type de théorie incorrecte qu'on a, introduit et c'est la même chose pour les gens qui reçoivent une théorie correcte. J'espère que c'est clair, mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est surtout ce sur quoi je veux insister, c'est le point rouge, qui est qu'en gros, on a une grosse augmentation dans la probabilité de produire une théorie correcte à la fin, lorsqu'on reçoit une théorie correcte. C'est bien, ça veut dire qu'on a été influencé et on a été influencé par l'information qui était pertinente, dans ce cas-là. OK? Maintenant, ce qu'on voulait tester, c'est si les gens sont seulement influencés par les théories qui sont pertinentes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens sont influencés de la même façon, par les théories, qu'elles soient complètement correctes, partiellement correctes ou même complètement incorrectes. Alors, je ne vais pas détailler pourquoi, je pense qu'on peut en discuter, par la suite. Hem, Peut-être, une chose que je peux préciser tout de suite, c'est que, je pense pas que ça soit, par rapport à ce que, Hugo expliquait auparavant, c'est pas forcément en contradiction avec ce que, disait Hugo. C'est-à-dire qu'ici, on a des participants qui doivent résoudre une tâche, avec laquelle, enfin, ils sont assez familiers, ils sont pas familiers avec cette tâche. Ils ont pas d'informations, préalables, enfin, ils ont pas d'informations, sur la tâche avant de participer. L'espace des solutions est très large. Et ils savent que l'information provient d'individus qui ont participé à l'expérience auparavant, donc des expériences qu'on des l'information provient de participants qui ont plus d'expérience qu'eux. Donc ils ont peut-être des raisons, ils ont des raisons de donner du poids, en gros, à cette information. D'ailleurs, là je présente pas, la stabilité de l'information, je montre la différence dans la probabilité de produire une théorie par rapport aux individus qui reçoivent pas de théorie. Mais en gros, si vous recevez une théorie correcte, vous n'avez pas 100 de chance de produire une théorie correcte à la fin. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les théories reçues. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, malgré le fait de recevoir de l'influence sociale, enfin de l'information sociale, ne vont pas en tenir compte. Heu, c'est illustré aussi dans la figure, que j'ai présentée auparavant quand je montrais la performance des roues. Ce qu'on voit, c'est en gros, si on prend les participants 1, là, à gauche de la figure, individuellement, les gens sont capables d'optimiser, enfin d'améliorer jusqu'à une vitesse là de 130 mètres par heure. Si vous regardez l'axe, 130, 135. Après, on voit que c'est assez stable. Et en fait, ce qui se passe, vous voyez, entre deux participants, le participant 3 et le participant 4, il y a souvent des chutes, des baisses de performance. Ça, en fait, c'est des individus qui reçoivent des solutions qui sont efficaces, qui sont produites par le processus de culture cumulative. Mais en fait, quand les gens reçoivent cette information, ils ont peut-être, parce que la tâche n'a pas l'air si compliquée que ça, ils ont peut-être l'idée que, en suivant leur propre intuition, ils vont réussir à faire quelque chose de bien. Sauf qu'en général, ça fonctionne, pas très bien. Vous voyez qu'il y a des chutes, assez importantes une fois que le processus, de culture cumulative s'est mis en route. Et là, c'est pas dramatique puisque ce qui se passe, c'est que les gens retournent vers les solutions, qu'ils ont reçues auparavant. Et ça leur permet de remonter, à un niveau, assez haut, voire même d'améliorer, parce qu'en explorant, ils peuvent tomber sur quelque chose, heu, qui fonctionne mieux. Mais en gros, ça montre, vraiment la tension et le risque de perte d'information qu'on a si on donne pas assez de poids à l'information sociale. Et ça, c'est pas limité à des problèmes, complexes ou difficiles à résoudre. Ça peut aussi se produire, lorsque le fait d'adopter le bon comportement dépend d'observations qui sont rares ou qui sont possibles que dans des environnements, spécifiques. Je vois que je suis à une demi heure, il me reste juste 2-3 minutes et après j'aurai fini. Heu, je présente juste ce résultat-là parce que, il est assez sympa. C'est une étude en fait qui analyse, des données qui sont liées à l'endroit où les gens en fait construisaient, les maisons, les villages on va dire, heu, le long d'une rivière, enfin dans une zone autour d'une rivière, au cours de 9 siècles, 9 siècles consécutifs. Et en fait durant ces 9 siècles, il y a eu, 7 épisodes d'inondations majeures. Donc c'est des événements qui sont assez rares, hein, c'est pas des choses qu'on va voir tous les 10 ans ou tous les 20 ans là, ça se passe une fois tous les un peu plus de 100 ans. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ces environnements-là? C'est que, imaginez vous avez une rivière, bon bah, c'est pratique,
quand vous, dépendez de en gros, vous avez besoin d'aller, chercher de l'eau ou vous voulez réduire, en gros, la distance à la rivière parce que c'est bien pratique d'avoir l'eau, sous la main. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les individus ont tendance à construire, en gros, près de la rivière. Sauf que, un jour, une, inondation, se produit et donc ce qui se passe, c'est que les, maisons vont être déplacées, vont aller être construites, sur la colline un peu plus loin de la rivière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, la mémoire de la crue, en fait, heu, disparaît et n'est pas transmise, très efficacement et donc les gens, à un moment, se disent: «Mais pourquoi on est aussi loin de la rivière alors que ça nous prend à chaque fois, 10 minutes d'aller chercher de l'eau? On va reconstruire plus près de la rivière» et évidemment, ce qui se passe, c'est que, à nouveau, il y a une crue et à nouveau, ce qu'ils voient sur les données, c'est que, en gros, les, constructions, bougent près de la rivière, s'éloignent à chaque crue, reviennent et en gros, la mémoire, collective de ces crues, dure pas plus de 2 générations. Donc encore une fois, ça illustre vraiment le problème, la difficulté qu'on a à stabiliser, l'information culturelle. Hem, voilà, juste pour terminer, je voulais juste, illustrer rapidement, quelque chose lié aussi à la transmission, c'est-à-dire que, en gros, on transmet pas tout ce qu'on a essayé, on transmet pas je pense qu'on a une assez mauvaise compréhension des processus par lesquels on résout les problèmes complexes. Si vous regardez l'histoire de l'aviation, par exemple, ou l'évolution de l'aviation, ce que vous verrez souvent, c'est une représentation comme ça, avec des avions, qui se ressemblent un peu tous, qui ressemblent à ceux qu'on connaît, des avions avec des ailes fixes, par exemple. Mais en vrai, enfin, la réalité, c'est que pour en arriver là, on a dû, produire énormément d'essais et d'erreurs, de fausses pistes. Collectivement, on a exploré un espace des paramètres qui était, immense et cette variation, elle était indispensable pour progresser et pour résoudre ces problèmes, complexes. Donc ça invite à une certaine, humilité, je dirais. Individuellement, on est rarement capable de résoudre ces problèmes complexes, et ce processus collectif par lequel l'information est générée, transmise, accumulée, il est extrêmement important. Heu et voilà, c'est ce que je voulais dire, hem, avec ma slide de départ et mon titre, sur les épaules de personnes de taille moyenne, c'est qu'il y a pas forcément besoin de génie pour résoudre des problèmes. Il y a pas, alors je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter, mais on n'a pas forcément, d'être, des experts de la pensée critique. Heu, voilà, il y a des processus qui se passent au niveau collectif. L'enjeu pour moi, c'est vraiment d'avoir des compétences à naviguer en fait ce monde culturel complexe où la connaissance est vraiment distribuée et souvent opaque, à l'échelle individuelle. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci énormément. C'était super intéressant tous les 2. Alors je vous propose de passer à des questions. Alors, il y a des questions qui nous ont écrit pour ça. Alors une première question qui s'adresse aux 2. Hem, mais en gros, l'idée, c'est quelle est la place du charisme? Donc, des personnes charismatiques qu'on aime écouter ou au contraire des gens qui, au contraire, bah, n'intéressent personne et on n'a pas envie enfin, on les écoute parler, mais on a juste envie qu'ils arrêtent quoi, qu'ils se taisent et hem et est-ce qu'il y a une fonction, en fait, du charisme? Est-ce que, par exemple, hem, on pourrait dire que ça sert à rien ou que c'est juste des trucs d'ego, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de fonction, alors peut-être évolutive, je sais pas, mais où, oui, en fait, c'est quand il y a des c'est utile d'avoir des personnes qui, avec juste des effets de charisme, peuvent convaincre les gens à les suivre, parce qu'en gros, elles vont, agréger, elles vont agréger des connaissances, agréger des choses et même on les suit pour des mauvaises raisons, mais à la fin, on a quand même raison de les suivre. 2-3 trucs qui me viennent par rapport à ça. Bon, la première chose, c'est de savoir si Et le vous avez charisme, compris la il question est ou pas? moi, j'ai à Oui, peu je près pense, oui. enfin, je pense qu'on a capté l'essentiel. Je pense que la question, c'est de savoir si le charisme est corrélé à la compétence, parce que s'il est corrélé à la compétence, ça peut être utile. Je pense pas qu'il le soit. Je sais pas, Hugo, tu as peut-être plus, Ouais, d'expertise par rapport à ça. Après, il y a 2 choses qui me viennent par rapport à ça, c'est, hem d'une part, on sait que
un peu les expériences de raisonnement collectif. Heu, c'est un peu lié à ce que j'expliquais sur Ouais, la connectivité partielle. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui mobilise trop, s'il y a des discussions collectives et qu'il y a quelqu'un qui prend, trop de place, il y a des expériences qui montrent que ça réduit la qualité de la décision collective. Parce qu'il y a trop d'influence d'un individu unique et ça permet pas d'explorer un peu toutes les options. voilà. Ça, c'est vraiment en termes de raisonnement collectif. Après, en termes de diffusion, c'est un peu différent. Ça dépend beaucoup de en gros, il y a en termes de diffusion, ça pourrait être quelqu'un qui a une super idée. Est-ce que ça diffuse mieux si c'est une personne qui est charismatique ou pas? Heu, en fait, ce avec quoi ça va covarier le charisme, souvent, c'est la connectivité encore, à la place de la personne dans le réseau. Et en fait, là, il y a Mmh. vraiment 2 cas. Il y a soit on est dans un cas de ce qu'on appelle contagion simple, donc plutôt des modèles d'épidémiologie. Il suffit d'une exposition à un individu pour adopter sa croyance, sa technologie ou quoi que ce soit. Là, souvent, c'est bénéfique d'avoir des gens qui sont centraux, donc qui sont vraiment connectés. Imaginons que les gens charismatiques sont très bien connectés. Ça va favoriser la diffusion rapide de l'innovation, disons. Ce qui peut être bien, mais ce qui peut aussi avoir des limites pour les raisons que j'ai expliquées. Quand on est dans le cas d'une contagion complexe, ça veut dire qu'une exposition, ça suffit pas. Il faut avoir plusieurs personnes qui vont nous dire, «Tiens, c'est bien d'utiliser un iPhone», pour prendre l'exemple que Hugo mentionnait. Heu, si on est dans le cas d'une contagion complexe, en fait, on sait que les changements proviennent plutôt de la périphérie. Parce qu'en fait, les gens qui sont centraux, ils sont connectés à énormément de gens et pour qu'eux, ils adoptent, il faut qu'il y ait énormément de gens dans leur environnement qui adoptent la solution et souvent ça ralentit en fait, l'adoption. OK. C'est Et en très plus, clair. peut-être qu'ils sont centraux, parce qu'ils sont charismatiques, mais peut-être qu'ils deviennent charismatiques parce qu'ils sont centraux aussi. Enfin, ils prennent la confiance, quoi, comme on dit. Ah bon, Ouais, après j'imagine que j'imagine qu'il y c'est a une raison pour laquelle à la base ils sont centraux, mais effectivement c'est peut-être pas le mmh, charisme, ça c'est sûr. OK. Et Hugo, ouais, peut-être quelque chose à Ouais, non, je rajouter? rejoins vraiment la réponse de Maxime. En fait, c'est sûr qu'il y a des leaders de manière générale ont un rôle important à jouer parce qu'ils ont un rôle de coordination, de résolution de problèmes, de résolution de conflits, qui est important dans toute la société humaine. Mais typiquement, en tout cas dans les sociétés à petite échelle, les leaders vont pas être des gens qui sont spécialement charismatiques, ce sont des gens qui sont compétents, qui ont des bonnes compétences sociales et qui vont en effet aider les gens à résoudre leurs problèmes, ou que ce soit individuels ou sociaux, et qui vont suggérer des choses qui sont plutôt bénéfiques pour les gens dans l'ensemble. Euh, et je pense que enfin, on peut avoir l'idée comme ça je sais pas, d'un leader, d'un culte ou d'une religion bizarre, quelqu'un qui doit son succès à son charisme. En fait, c'est jamais le cas, en fait. Donc, les gens qui arrivent dans des positions où on a l'impression que c'est dû à leur charisme, peut-être qu'en effet, ils ont une espèce de charisme, si on arrive à définir ça, mais ils ont aussi payé les coûts nécessaires, ils ont passé du temps à aider les gens, ils ont pris des décisions fortes, ils se sont engagés, et Mmh. c'est pas du cheap talk, quoi. C'est pas, sinon ça marche pas, c'est pas durable. OK. Alors il y avait une deuxième question, quelqu'un qui aimerait bien savoir s'il existe des astuces véritables permettant de convaincre les gens? Donc peut-être pour les 2, mais peut-être surtout pour Hugo dans un premier temps? Il y a pas de tricks, non, pas à long terme en tout cas. Donc ce qui marche bien pour convaincre les gens, c'est de gagner leur confiance et d'avoir de bons arguments. Donc si on veut, il faut construire des relations à long terme, il faut avoir des meilleures idées pour qu'on puisse avoir de meilleurs arguments. Donc c'est pas, en effet, on peut convaincre des gens de faire des choses qui sont potentiellement mauvaises pour eux, tant que le coût est très faible et qu'après, nous, Mmh. on se barre pour pas payer les conséquences, mais pour pas subir les conséquences. Mais c'est pas quelque chose qui est viable dans le cadre d'interactions répétées. OK. Hem, Heu, ouais, Vas-y, Maxime. non, juste pour compléter peut-être parce que c'est intéressant, je pense qu'entre Hugo et moi, on travaille pas tout à fait sur les mêmes, objets et je pense, par exemple, d'ailleurs, on peut parler rapidement de la saignée. Je pense par rapport aux technologies, par exemple, que je mentionnais. Je pense une différence, entre, la saignée, par exemple, et l'expérience avec la roue, mais d'autres technologies,
heu, c'est que, dans les expériences que je présentais, les gens tout de suite ont un feedback, pas bruité, ils ont une mesure d'efficacité, en fait. Mmh. Donc là, pour moi, il y a pas besoin d'argumentation dans le sens où c'est une espèce de démonstration que ça marche et dans ce cas-là, il y a pas besoin d'argumentation et dans une certaine mesure, il y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. La saignée, c'est intéressant parce que, c'est quelque chose souvent quand on est malade et qu'on se remet de la maladie, souvent il y a un délai entre ce qu'on va faire et ce qu'on va faire pour se soigner et le moment où on est soigné. Aussi, on peut enfin, il y a ça, ça peut être bruité, le signal peut être bruité et mince, pardon, j'ai perdu mon, heu ouais, est-ce que et on peut aussi se remettre, indépendamment du traitement ou de la solution qu'on pense, être efficace. Donc ça peut faire, des faux positifs, et peut-être aussi parce que c'est bruité, parce déjà on a du mal à mesurer le signal, on a du mal à savoir ce qui fonctionne. Je pense que du coup, il y a beaucoup plus de rôle pour l'argumentation, dans le sens où on va pas pouvoir, observer effectivement ce qui marche et ce qui marche pas, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Non, tout Heu, à fait, mais en fait, c'est marrant parce que ça m'amène à une question que je voulais poser. En fait, de mon point de vue, ce qui va se répandre culturellement, c'est pas les trucs qui marchent, c'est les trucs où les gens pensent que ça marche. Et il se trouve que les gens sont bons, globalement, pour se rendre compte de ce qui marche bien ou pas, de manière générale. Mais quand il y a quelque chose qui marche et les gens s'en rendent pas compte, ça va pas se répandre. Quand il y a un truc qui marche pas, mais les gens pensent que ça marche, ça va se répandre. Donc au final, c'est toujours l'efficacité perçue qui compte. Mais il se trouve qu'en effet, on n'est pas idiot, l'efficacité perçue corrèle de manière assez forte dans plein de cas avec l'efficacité réelle. Mais le mécanisme causal, c'est pas est-ce que ça marche ou pas, c'est est-ce qu'on pense que ça marche. Mmh. Est-ce que heu, c'est facile à justifier aussi, non? Est-ce que c'est possible de le justifier, Ouais, des fois, mais dans après, il y a plein de pratiques. Enfin, toi, dans le cas de la saignée, typiquement, quand tu es dans une société à petite échelle typique, où en fait tout le monde pratique la saignée, personne ne justifie en fait, parce que c'est un truc que tu fais. ouais, est-ce qu'il y a pas besoin de le justifier, ouais. Donc tu développes des justifications quand tu es en contact d'autres sociétés, quand il y a des gens qui veulent gagner du prestige en développant des cas théoriques plus compliqués. Mais c'est pas quelque chose que tu fais spontanément pour des choses que tout le monde fait. Enfin, toi, en France, tout le monde arrive un quart d'heure en retard à un dîner. Personne ne va se justifier en disant: «Ah, je suis désolé, je suis en retard». Non, c'est juste normal d'arriver un quart d'heure en retard, quoi. Mmh. Tu as que Marseille alors? Non, je pense que c'est un truc partout en France, en tout cas. Ouais, je croyais que c'était qu'ici. OK. Alors il y a une question aussi, qu'on me pose souvent, quand je parle un peu de ces questions-là, enfin du peu que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai lu notamment de Hugo, sur l'efficacité de la pub ou la propagande. C'est vraiment très difficile de faire changer les gens d'avis, j'allais dire, mais oui, mais c'est un peu méta, mais Parce qu'ils sont pas crédules. non, de dire ouais, enfin c'est super difficile de faire comprendre aux gens, enfin, de faire accepter cette idée quoi, qu'on n'est pas crédule en fait. Je sais pas, c'est assez méta, mais c'est assez difficile quand j'en parle, les gens me disent: «Oui, mais alors, pourquoi?» Et c'est des bonnes questions en fait, mais pourquoi les entreprises dépensent autant d'argent, des milliards dans la pub chaque année? Pourquoi est-ce que les pareil, les politiciens font des publicités, des campagnes, pareil extrêmement coûteuses? Pourquoi, enfin voilà, alors pourquoi est-ce que les milliardaires rachètent les médias? S'il y a aucun effet de la propagande ou si par exemple, le fait qu'une chaîne va parler que d'un sujet, par exemple de l'immigration au hasard, bah, en fait, ça va pas vraiment influer la croyance des gens sur l'immigration parce que c'est juste les gens qui croient déjà que l'immigration est un problème qui vont aller voir ces chaînes-là. Et du coup, ça sert à quoi que les milliardaires achètent autant de médias? Alors voilà, c'est un peu tout ensemble, Non, mais c'est c'est des c'est vraies ques c'est une enfin, c'est une je très trouve que bonne c'est des bonnes question. questions quand même. Non, ce sont des très bonnes questions. Donc ce que suggère la littérature, en gros, c'est pas que les effets sont 0, 0. En fait, en général, les effets sont beaucoup plus modestes et que globalement, tous ces phénomènes sont beaucoup plus tirés par la demande que par l'offre. Mmh mh. C'est-à-dire que les gens, ils vont globalement consommer des produits dont ils ont envie, puis ils vont pas se faire brainwasher par la publicité et consommer des choses qui leur servent absolument à rien. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est des achats qui sont extrêmement marginaux par rapport à 99% de ce qu'on achète.
Quand on pense, le problème, c'est qu'on a toujours il y a ce qu'on appelle le third person effect. On pense que les autres sont idiots, ils se font avoir par la pub, par les médias, etc. Mmh. Alors que nous, ça nous arrive jamais. En fait, globalement, on a raison à propos de nous parce qu'on se connaît bien et qu'on connaît notre vie et qu'on connaît nos comportements et on se trompe sur les autres. Mais quand on pense à nous, combien d'opinions politiques on pense qu'on a eu parce que juste on a regardé un jour le journal par erreur et tout d'un coup on est devenu raciste? Combien de fois on a fait des achats, on s'est dit ah là je me suis vraiment fait avoir par une pub. Moi, je dis pas que ça arrive jamais, mais à nouveau c'est ultra marginal. Et Mmh. les autres gens sont comme nous en fait, ils sont pas plus idiots. Euh, donc c'est à Mmh. nouveau c'est pas des effets nuls. Et en publicité par exemple, tu peux avoir des effets qui sont tout petits mais qui ont un retour sur investissement qui est positif parce que la publicité coûte pas si cher que ça par rapport par nombre de vues. Euh, donc c'est pas, les deux sont pas incompatibles. Vraiment, le message global, c'est si les gens boivent, une manière peut-être d'illustrer ça, c'est si les gens boivent des sodas comme du Coca ou du Pepsi, c'est parce que les gens aiment bien ça. Partout dans le monde, les gens aiment bien les boissons sucrées avec ces goûts-là et tout. Bah, ouais. Si les gens boivent du Coca plutôt que du Pepsi, peut-être que la pub a joué un tout petit rôle là-dedans. Mais c'est deux produits qui sont indistinguables et qui sont au même prix. Donc du coup, c'est pas une décision qui est vraiment importante du point de vue de la Mmh. population elle-même. Et puis ça peut être des contingences ou des dépendances au chemin, quoi. C'est-à-dire que par hasard, il y a des ça s'est, diffusé dans la population localement. J'ai essayé ça parce que mon pote essayait ça, enfin et puis d'un coup, Ah oui, bam, bien sûr, ça le word of mouth fonctionne beaucoup mieux que la pub. Donc pour chaque communication qui t'est donnée, enfin un ami va être beaucoup plus convaincant qu'une pub. Par ailleurs, en fait, pour revenir ouais, au voilà. point dont on discutait juste avec Maxime, le feedback qu'on reçoit est extrêmement mauvais. En fait, quand tu es publicitaire et que tu fais de la pub, tu mesures pas l'effet de ce que tu fais globalement. Et pour Mmh. donner de la gabegie, enfin, je vais en 5 minutes raconter une anecdote que je dois à un podcast, un économiste dont le nom m'échappe, qui avait écrit Freakonomics, qui est un livre il y a une vingtaine d'années. Euh, il raconte que c'est un économiste très réputé de l'école de l'Université de Chicago, qui se fait embaucher, comme ça, qui fait du consulting pour une entreprise qui vend des outils. C'est une entreprise, un peu, imaginez un peu Leroy Merlin, quelque chose comme ça. Ils vendent des outils, ou même Black Decker, disons, ils vendent des outils. Enfin, c'est pas Black Decker, mais quelque chose comme ça, ils vendent des outils aux États-Unis. Et ils demandent à cet économiste d'évaluer un petit peu l'efficacité de leur programme de publicité. Et donc il vient, il dit: «Bah, voilà, est-ce que vous mesurez les choses?» Et tout. «Ah bah non, 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 nous on regarde, on fait des pubs et puis on regarde si les gens ils achètent plus de trucs, quoi. Il y a pas d'idée de faire cette expérience». Et du coup, mais on sait que les gens, vraiment à nouveau, d'entreprises énormes, multimillions de dollars en publicité, on sait que les pubs marchent parce que tous les ans, avant la fête des pères et avant Noël, on fait des pubs et ensuite les gens ils achètent plus d'outils. Donc, enfin, oui, il y a ce qu'on appelle des problèmes entre principal agent et dans une entreprise où le département de pub a aucun intérêt à vraiment mesurer ce qu'ils font parce que eux, ils leur donnent plein d'argent Ouais. pour faire de la pub. On ne sait pas forcément dans leur intérêt de mesurer ces choses-là. Donc, du coup, ils ont un feedback qui est très mauvais. Et du coup, tant que les gens ont vaguement l'intuition que ça marche, ben, ils vont continuer à mettre de l'argent dedans. Et il y a vraiment des gens qui ont suggéré de manière sérieuse que si les gens savaient à quel point la pub sur Internet marchait mal, il n'y aura plus d'Internet en fait, parce que tout l'Internet qu'on utilise est payé par la pub. Euh, enfin, pas tout, une bonne partie quand même. Et donc, euh, et donc oui, non, c'est des vraies considérations. Mais à nouveau, c'est pas parce que ça marche très peu que ça marche pas du tout. Ouais, ou alors c'est peut-être que ça moi je me suis dit aussi que c'est une sorte de course à l'armement, quoi. C'est-à-dire qu'on le fait parce que les autres vont le faire sinon et par contre si tout le monde le fait et que nous on le fait pas, peut-être qu'il y a un effet négatif Alors, c'est un débat ou qu'on a beaucoup eu dans ah les je sais campagnes pas, mais politiques. En fait, il y a, avant même ces études en essai clinique randomisé là, que j'ai mentionné dans la présentation, il y a un résultat qui était assez bien établi qui montrait qu'il n'y avait aucune corrélation quasiment entre les sommes dépensées dans la campagne politique et les chances de gagner. Mais le contre-argument que les gens faisaient, qui est un peu un bon contre-argument, c'est qu'en effet, il y a cette espèce de compétition qui fait qu'en fait, typiquement, il y a une grosse corrélation entre les sommes dépensées par les deux partis. Parce que quand un parti commence à dépenser, enfin, aux États-Unis, à nouveau, c'est beaucoup fait, quand les démocrates commencent à dépenser beaucoup dans un endroit, du coup, les républicains vont s'aligner. Et du coup, le fait de dépenser beaucoup, ça veut surtout dire que c'est une campagne que les gens jugent importante. Et du coup, en fait, c'est logique que le montant brut n'ait pas un effet massif. mmh, Mais cela dit, à nouveau, c'est facile, c'est tellement facile de surestimer le rôle de l'argent dans les campagnes, mais il y a des exemples frappants. Euh, dans la primaire démocrate en 2020 aux États-Unis, il y a au moins deux milliardaires, dont les noms m'échappent. Il y a deux milliardaires qui rentrent, qui n'étaient pas du tout connus en tant que politiciens, voilà, qui n'avaient pas beaucoup de name recognition, ils dépensent littéralement genre 100 fois plus que Joe Biden et ils font 1% des voix.
parce que personne ne les connaît, parce qu'ils ont pas le temps Mmh. comme ça en quelques mois d'inspirer confiance, de développer une base et du coup, ils ont dépensé littéralement des milliards de dollars et ils ont eu rien. Donc c'est vraiment, possible que de dépenser de l'argent à perte, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, c'est un peu contre-intuitif, Les gens mais se ouais, je trompent en fait, comprends. les gens juste à nous, c'est les gens ont fait de la saignée pendant des milliers d'années partout dans le monde. Les gens des fois ils se trompent quoi et à nouveau Ouais, c'est pas ouais, parce bien qu'ils sûr, sont bien idiots, sûr. c'est parce qu'ils ont des mauvais feedback, il y a des raisons et tout, mais on peut pas juste assumer que parce que les gens font quelque chose, ça marche. Ouais, ouais, bien sûr et puis à l'inverse, on peut regarder les plus grandes entreprises qui ont des enfin, qui dépensent beaucoup dans la pub, mais c'est sûrement l'inverse. C'est parce que, c'est des grandes entreprises qui dépensent beaucoup dans la pub. Enfin, c'est pas parce qu'ils ont dépensé beaucoup dans la pub que Coca-Cola a commencé à être, Non, vu c'est par parce tout le qu'ils ont fait monde. un produit que les gens aimaient bien et Donc après, ils ont beaucoup d'argent à dépenser dans la pub aussi, quoi. mmh mh. Mais OK, ouais. Hem, alors moi, j'avais une question plus précise sur, enfin plus précise, pour Maxime. En termes de quand tu parles de connectivité, j'ai vraiment adoré cette histoire-là de comment est-ce que collectivement on trouve un optimum, parce que je pense que ça rejoint aussi des réflexions en épistémologie sociale sur, comment est-ce qu'on produit de la connaissance, collectivement et en fait, ça peut être amené à des questions d'optimum, évidemment dans des espaces super compliqués, mais bon, j'imagine qu'il y a un lien et quand tu parles de connectivité faible, ça veut dire qu'il y a pas de connexion ou ça veut dire que les gens se font pas confiance? Parce que, par exemple, si on reçoit une information, mais que je fais pas confiance, bah, c'est pareil que si j'avais pas reçu l'information ou peut-être pas, je sais pas. Ouais, ouais, nous, on n'a pas, effectivement, en fait, là, nous, notre connectivité, elle vient vraiment de, est-ce que tu peux observer l'information d'un autre participant ou pas? Ouais, Après, les OK. gens, ils la prennent en compte ou pas. Enfin, tu vois, c'est-à-dire Ah que oui, tu OK. as deux couches. Nous, on mesure pas si les gens prennent Ouais. l'information en compte ou pas. On sait qu'ils la prennent en compte parce que sinon, de toute façon, ils pourraient pas arriver où ils sont. Et aussi, il y a de très bonnes raisons pour eux de la prendre en compte puisqu'ils ont le score d'autres individus. Enfin voilà, il y a pas trop de doute sur le fait que l'information est pertinente dans les expériences que j'ai présentées. Donc il y a pas cette couche supplémentaire. Nous, c'est vraiment, c'est vraiment le fait qu'on implémente le fait qu'il y a un lien entre un individu et un autre, donc l'information peut passer. Après dans la vraie vie, effectivement, tu peux avoir une structure, moi, par exemple, je vais te dire pour prendre un exemple concret, je travaille dans un environnement interdisciplinaire. J'ai des gens qui sont, dans les bureaux juste à côté de ma porte, mais je vais interagir quand même plus avec des gens qui ont des approches évolutionnaires ou, enfin, qui font des trucs connectés, avec moi. Donc même si je croise mes collègues, dans le Mmh. couloir, ça veut pas dire que ça se traduit, en transmission d'informations. Ouais, bien sûr, bien sûr. OK. Et ouais, ça me mais j'avais vu déjà en épistémo-social des histoires comme ça, mais c'était plus des simulations numériques, c'était plus des toy modèles quoi, tu vois? Des simus, agent based. Mais c'était vachement intéressant parce qu'ils mettaient ça en exergue, le fait qu'en fait, si par exemple tu es en train de faire des essais cliniques pour, tester l'efficacité d'un médicament, donc tu as chaque, agent qui fait ça dans son coin et qui ensuite, se transmet l'information. Bah, si l'effet il est fort, hem si la taille des faits est élevée, bah, en fait, la forme de la connectivité, elle joue pas beaucoup. Par contre, si l'effet est faible, donc il y a beaucoup de faux positifs et cetera, enfin, il peut y avoir beaucoup d'erreurs et bah, dans ce cas-là, si tu as une trop grosse connectivité, il y a une probabilité vraiment pas négligeable que l'erreur se transmette et qu'à la fin, tout le monde Ouais. croit, une chose fausse mais ça dépend aussi Ouais, de la ouais. taille de l'effet. C'est-à-dire que si l'effet est élevé, en fait, la forme de la connecti enfin, l'erreur, elle se transmet moins parce que juste, tu es plus convaincu par tes propres Ouais. preuves, quoi. Mais au-delà de l'effet, tout ça, ça dépend de la topologie en gros enfin si on parle d'innovation, Mmh mh. de l'arbre en gros d'innovation, enfin tu vois, t'as des en fait il y a beaucoup je sais pas si ça se dit en français, de landscape, enfin d'espace des possibles qui sont déceptifs dans le sens où si tu essayes d'optimiser, enfin tu essaies d'améliorer une technologie, tu vas pas pouvoir, la produire, en fait. Enfin, tu as besoin de faire de l'exploration, parallèle sur des trucs qui ont rien à voir. En fait, quand tu regardes l'histoire des technologies, l'évolution des technologies, les premiers ordinateurs, je sais pas, tu as eu besoin de tubes à vide, qui étaient, développés pour des trucs qui ont rien à voir. Enfin, on recombine tout le temps entre les trajectoires. Plus tu as de trajectoires, bah, plus tu as besoin, enfin, c'est pour ça que c'est bien, mais il y a d'autres formes
pour réduire la connectivité, il y a effectivement le fait qu'on soit physiquement connecté, qu'on puisse discuter. Physiquement connecté, j'inclus, le fait sur internet ou quoi que ce soit. Mmh. Mais par exemple, la division du travail, ça crée de la structure. Ouais. Ça fait que les gens vont explorer différentes trajectoires et vont pouvoir recombiner des choses. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si, tu pars de 0 et je te dis, et le but, c'est de produire un ordinateur, sachant que tu connais rien sur les ordinateurs, ça va être très, très dur d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, il faut que tu développes une technologie, qui est pertinente pour un problème qui a rien à voir et qu'à un moment on va utiliser pour produire des Mmh. ordinateurs. Dont la physique quantique quoi, au milieu, des trucs comme ça quoi. Je pense que enfin, il y a pas assez de il y a peu de recherches là-dessus, mais effectivement les caractéristiques du enfin, en fait, c'est aussi pour ça, c'est dur des fois on me demande, «Ah mais alors, internet c'est pas bien pour l'innovation» ou ceci ou cela. Déjà, il y a tellement de couches qui font de la structure. Tu vois, Mmh. la structure, je voulais dire, la connectivité dépend pas seulement du fait de si on se rend compte, c'est notre, inclination enfin voilà, est-ce qu'on va vraiment, s'engager dans une interaction avec quelqu'un? La division du travail, ça crée, de la spécialisation et donc de la structure. Tu as tout ça et puis ça rencontre, un espace des possibles qui a aussi une, topologie et des trajectoires Mmh. et des opportunités pour recombiner. Qu'on connaît pas, enfin, on connaît pas ses propriétés Mmh. exactement. Donc c'est dur de savoir, quelle est la configuration optimale d'un groupe ou d'une population pour maximiser l'innovation ou résoudre, un problème quelconque, tu vois? Ouais, bien sûr et ouais. Nico? Heu, oui, c'était pour, poser une autre question, mais je sais pas si tu en avais d'autres, Jérém, sous la main? Non, non, vas-y, vas-y. OK. Je J'en t'écoute. avais plusieurs, mais tu as déjà posé des très bonnes, que j'avais en tête aussi, donc mais ouais, moi, je voulais revenir un peu sur, bah, le sujet qui nous intéresse, un peu plus au Cortex, qui est, l'esprit critique et l'enseignement de l'esprit critique et j'aurais bien aimé avoir, votre avis, vous, à partir de vos approches et de vos travaux sur, comment dire, ce grand objectif de l'esprit critique qui peut être genre, enfin, en tout cas d'une certaine approche, qui serait de dire, bon, bah, aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes, on va dire, dans la circulation de l'information. On pourrait débattre de quels sont ces problèmes. Admettons qu'il y a des problèmes. Et là, actuellement, on se dit, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est former les individus à mieux raisonner, à mieux reconnaître, je sais pas, les arguments fallacieux, les biais cognitifs, etc. Et de se dire, en fait, il faut former les gens un par un. Euh, c'est un peu ça qu'on voit dans une certaine approche Ouais. d'esprit critique et c'est un peu avoir votre avis là-dessus. Merci, c'est une bonne question sur laquelle j'ai des opinions assez fortes. Je pense qu'en effet, enseigner les fallacies, les argumentative fallacies, les paralogismes logiques ou les biais cognitifs, bon, ça va pas avoir d'effet. S'il y a des effets, ils seront peut-être négatifs, en fait, dans le sens où les gens vont commencer à avoir des paralogismes là où il n'y en a pas. Les gens vont commencer à voir des biais chez les autres, mais pas chez eux. Donc, c'est pas, il y a peu d'effets il y a peu de chances que ça ait des effets très positifs. Euh, à mon sens, c'est important de distinguer un peu deux cas différents. Il y a le cas dans lesquels les gens vont faire des erreurs parce que pour des décisions qui ont des conséquences matérielles pour eux. Donc, ça peut être des conditions, des décisions médicales, des décisions financières, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, typiquement, le problème majeur, c'est que les gens ne font pas assez confiance. Donc, les gens ne vont pas écouter leur médecin, les gens ne vont pas investir leur argent, ils vont garder ça sous leur matelas ou dans un compte qui ne rapporte rien. Enfin, les gens vont rester sur une position assez précautionneuse. Bien entendu, il y a des arnaques, il y a des gens qui se font avoir, il y a des gens qui se font influencer de manière néfaste par des conseillers, etc. Ça arrive. Mais la grande majorité des pertes, c'est des comportements sous-optimaux, disons. C'est des gens qui vont pas écouter des gens qui devraient, en fait, qui leur donnent de bons conseils. Et du coup, je pense que pour faire face à ça, c'est vraiment ce qui est pertinent, c'est vraiment de l'enseignement très spécifique, en fait. Ça va être de l'enseignement financier, ça va être de l'enseignement à comment fonctionnent les études médicales, comment est-ce qu'on peut s'approprier des connaissances médicales, quand est-ce qu'il faut faire confiance à des médecins, est-ce que le fait c'est bien d'avoir une seconde opinion. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques à chaque domaine. En fait, il n'y a pas une espèce de solution miracle, parce que c'est pas les mêmes mécanismes qu'on doit utiliser quand on fait face à une décision financière, à une décision médicale, à une décision personnelle, etc. Donc ça, c'est un ensemble de connaissances, juste de connaissances vraiment à acquérir plutôt que des mécanismes cognitifs à changer, quoi. Euh, et après, il y a un autre domaine qui est le domaine plutôt des opinions. En fait, on a des opinions politiques, on a des opinions religieuses, des opinions sur la culture.
Et là, c'est des opinions qu'on a et qui typiquement n'ont pas de coût pour nous personnel. En fait, moi, enfin, le fait que je vote à droite ou à gauche, ça n'a aucun impact sur ma vie directement. En fait, les seuls impacts que ça a, c'est des impacts sociaux par l'opinion de mes proches, de mes amis, de ma famille, qui vont juger les opinions que j'ai. Et de manière générale, donc ces jugements sociaux sont un des mécanismes principaux qui empêchent les gens de raconter des bêtises, parce que quand les gens racontent des bêtises et que ça se voit, ils vont se faire juger négativement. Euh, mais il y a plein de cas dans lesquels, en fait, il y a une espèce de, il y a pas vraiment d'effort collectif et les gens peuvent raconter des bêtises sans que personne ne vérifie trop. Souvent parce qu'on est dans un contexte dans lequel tout le monde s'arrange un peu tout le monde d'y croire. Et il n'y a pas de solution miracle parce qu'on ne peut pas apprendre aux gens toutes les connaissances dont ils pourront pouvoir toujours, enfin, discuter tout au cours de leur vie. Et là, c'est possible d'envisager des interventions qui vont vraiment essayer de relever le niveau global que les gens se fixent pour savoir ce qu'est un bon argument, ce qu'est une bonne information. Et des informations qui ont, il y a des interventions qui ont l'air de faire un peu ça, mais c'est des interventions qui sont très lourdes à mettre en place. Donc, par exemple, il y a une chercheuse américaine, Dina Kuhn, qui avait mis en place un programme dans lequel, pendant 3 ans, pendant 2 heures par semaine, les élèves prenaient part à des débats organisés. Et donc, ils vont leur donner un sujet à discuter, ils étaient organisés en équipe, ils devaient préparer les arguments, ensuite ils échangeaient les arguments en face des autres. Et ces élèves, par rapport à les élèves qui participaient à un cours de philosophie un peu plus classique, où ils discutaient de manière informelle, le prof leur faisait de l'enseignement plus standard, ces élèves, après 3 ans, étaient plus à même d'anticiper les contre-arguments potentiels. Ils demandaient plus de preuves quand ils allaient réfléchir à une question. Ils voulaient vraiment avoir des données parce qu'ils savaient que c'est ça qui allait ensuite être examiné dans le débat. Et donc, en fait, ils étaient habitués à avoir un niveau d'exigence plus important pour leurs idées, parce que pendant 3 ans, s'ils racontaient des bêtises, ils se faisaient rétamer socialement, quoi. Euh, et donc, c'est un apprentissage qu'on fait tous dans la vie de tous les jours. En tant qu'académique, ben, on apprend aussi que, voilà, que quand on envoie des papiers pas bien finis, on se fait rétamer par les reviewers. Donc, mais c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en un cours de 2 heures sur les fallacies, quoi. Il faut vraiment que ça rentre dans notre tête et qu'on intériorise ces coûts sociaux qu'on peut avoir à dire des choses fausses ou à donner des Mmh. arguments qui sont très superficiels. Mais ça, de nouveau, il n'y a pas de miracle, quoi. Ça va pas se faire en quelques heures. Mmh. OK. Bah, merci beaucoup. Maxime, je sais pas si tu avais un truc à ajouter là-dessus. Ajouter, non, je sais pas, parce que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mon expertise. Donc, juste que je me demandais peut-être sur une remarque par rapport à ce que disait Hugo tout à l'heure, tout début de son argument sur le fait que il faut faire confiance aux médecins, il faut faire confiance voilà, aux experts en général. Enfin, il disait pas en général, mais en gros que ça c'est important de faire confiance aux gens qui sont aux personnes qui sont compétentes. Je suis évidemment d'accord. Je me demandais dans quelle mesure un obstacle, c'est le fait que, voilà, le côté, déférence, moi je sais pas, les gens ils savent, enfin voilà, et qu'il peut y avoir un rejet de ça, où les gens ils ont pas envie de se considérer comme, incompétents pour quoi que ce soit. Heu, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le côté, humilité. Moi j'aime bien l'approche, culture cumulative pour ça aussi. C'est-à-dire que, Mmh. en fait, ça dépasse complètement ce qu'on est capable de faire individuellement, et voilà, c'est important de reconnaître que les problèmes qu'on a résolus et les problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui, ils sont d'une complexité qui sont, incroyables. D'ailleurs, même les experts doivent être conscients de ça, parce qu'en fait, c'est aussi en partie enfin, c'est aussi une raison pour laquelle il y a un rejet des experts. C'est que je pense que souvent on veut aller expliquer aux gens, comment il faut faire, alors que la compréhension des experts est souvent assez limitée également, juste parce que les problèmes sont trop complexes. Donc voilà, c'était juste une remarque par rapport à ça. Non, je suis complètement d'accord. En effet, il y a besoin d'humilité des deux côtés. Euh, et souvent, malheureusement, dans les débats ou dans les prises de position des experts, en fait, donc une des raisons pour lesquelles on est devenu expert, c'est aussi pour montrer aux gens qu'on était intelligent, qu'on savait des choses. Et après, tout ça, si c'est pour devoir se faire questionner par des gens qui sont a priori qui ont beaucoup moins de connaissances que nous, ça peut devenir un peu énervant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, il faut vraiment, c'est un effort qu'il faut faire. Par exemple, en ce moment, là, on commence un travail sur certaines mauvaises habitudes que les médecins ont parfois, d'être un peu jargonneux, de couper les gens, de pas les laisser, enfin, de couper les patients, de pas les laisser expliquer.
avec l'idée que c'est aussi une manière enfin, de gagner du temps, bien sûr, mais aussi de dégager une certaine compétence. Ils vont être trop confiants dans leur diagnostic, etc. Et c'est une manière aussi de gérer leur réputation, de montrer qu'ils sont en statut supérieur. Et du coup, quand les gens se rebiffent un peu par rapport à ça, même si c'est malheureux parce que c'est eux qui finissent par payer les pots cassés, c'est pas complètement incompréhensible. En effet, il y a des questions, Mmh. et on peut pas complètement séparer ces questions qui sont. Nous, on voit ça, ouais, c'est purement épistémique, il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont tort. Et dans les relations sociales, il y a toujours des questions de statut qui sont implicites, et quand quelqu'un nous dit, bah, il faut que tu fasses ça, bah, forcément, voilà, on se sent un peu inférieur, comme tu disais, et c'est pas. Donc, faut faire ça d'une manière qui rende ces choses qui sont mutuellement bénéfiques, socialement acceptables. OK, bah, super intéressant. On aimerait, parler avec vous pendant encore des heures. Emmanuel, tu voulais, enfin moi personnellement en tout cas. Emmanuel, tu voulais, peut-être poser une question ou rajouter quelque chose? Euh, non, je sais jamais. Enfin, bien entendu, les gens font juste parfois des erreurs. En fait, ça nous arrive à tous. On oublie quelque chose, on pense pas, on ne connecte pas. De manière comme ça, extrêmement locale, bien entendu, on fait tous des erreurs. Mais c'est pas un trait. Genre, en effet, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Einstein, se tromper parfois. Enfin, c'est pas. Et du coup, c'est jamais une bonne explication. En fait, c'est vraiment tout. C'est un peu comme dire que les gens sont irrationnels, les gens sont crédules. C'est une manière pour nous juste de dire, bah, j'ai pas besoin d'écouter ce qu'ils me disent, en fait. C'est des gens avec qui je suis pas d'accord, mais je peux ignorer leur opinion, parce que en fait, ils sont idiots, ils sont irrationnels, etc. Donc, j'ai pas besoin vraiment d'engager, j'ai pas besoin de comprendre. Et donc, c'est à la fois bien sûr injurieux, c'est pas du tout helpful d'un point de vue social, parce qu'on se met les gens à dos, on antagonise. Et c'est scientifiquement absolument ça n'a d'aucun intérêt, bien sûr. Euh, de plus en plus bon, je sais pas si on devient de plus en plus bon. Ce que disait Hugo, et je suis d'accord avec lui sur le fait que les gens font pas assez confiance, par exemple, c'est un gros problème. En fait, le problème, c'est que, enfin là, je parle vraiment théoriquement, et il faudrait parler plein de choses, parce que je pense que dans les problèmes que tu as en tête quand tu poses la question, il y a aussi des choses qui nécessitent la coordination entre les gens. Enfin voilà, ça, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, mais si on parle juste euh, de plus en plus bon, je sais pas ce que tu mets derrière, mais il y a une idée de. Clairement, aujourd'hui, il y a des problèmes de plus en plus complexes à résoudre. Le problème des problèmes complexes est de plus en plus complexe. Voilà, l'espace est très vaste. Les gradients sont pas très clairs. Tu vois, c'est quoi la direction qu'on doit prendre? Euh, Mmh. Aussi, on disait l'information, il faut qu'elle soit préservée correctement, parce que c'est pas des solutions qui vont arriver d'un seul coup. C'est des choses qui sont progressives. Il va falloir qu'on explore différentes choses. Euh, donc il y a des gros obstacles aussi, parce que des solutions complexes, pour qu'elles soient stables, enfin, là je parle de façon très abstraite, faudrait avoir un exemple concret, mais si on prend vraiment l'exemple des outils, par exemple, plus tu vas vers des problèmes complexes, plus les solutions, enfin souvent les solutions sont complexes, plus pour qu'elles soient stables, il faut de plus en plus de gens, enfin voilà, il faut des mécanismes qui vont les stabiliser. Donc là, dans les expériences, tu vois, on prend la taille, par exemple. C'est dur à copier, mais si tu as plus de gens, et ben, en fait, tu vas compenser le fait que l'information est pas stable par le fait qu'on est plus nombreux. Donc tu as plein de choses qui vont. Quand on devient de plus en plus bon, il y a tellement de variables qui changent que c'est dur de prédire ce qui va se passer. Mais en gros, ta question, c'était un peu. Enfin, je sais pas, quand tu dis est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'il faut être optimiste ou pas optimiste? Je sais pas s'il y a un peu ça comme question. Euh, Mais j'ai Pardon? l'impression un peu de ce que tu dis aussi, ce qui peut être un élément de réponse, c'est-à-dire que de multiplier quand même les recherches, tu vois, exploratoires par petits groupes, etc., c'est toujours une bonne chose plutôt que d'avoir, comment dire, un modèle unique à suivre, quoi.
Non, ça Ouais. clairement, je pense que la variation, enfin pour moi, elle est vraiment centrale. On a besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter aussi, d'investir dans des moyens de mesurer effectivement, si, c'est prometteur ou pas, si ça fonctionne pas. Ouais, non, la variation, c'est critique. La variation, c'est critique, c'est un peu le problème, hein, notamment les problèmes globaux, c'est que tu peux pas, trop faire de réplicas, quoi. Tu peux pas te dire, «Tiens, sur cette terre-là, on va essayer ça et Ouais. sur, tu vois? Donc en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a pas le choix et c'est là où l'argumentation et là, c'est plutôt enfin, c'est les trucs d'expertise d'Hugo, c'est que, moi, ce que je propose ou en tout cas ce qui m'intéresse, ça marche dans certains cas, ça marche dans certains cas où effectivement tu peux implémenter de l'expérimentation, tu peux observer de la variation, tu peux observer pour les problèmes globaux, c'est pas possible donc ouais, faut trouver autre chose, hein. Mais faut rester ouvert quand même. Faut rester ouvert sur Bon, bah, en tout cas, merci à tous et merci à vous 2 surtout d'avoir accepté d'intervenir pour nos séminaires et et voilà, j'espère qu'on restera en contact et bonne soirée à vous et Ouais. encore Merci. merci. On vous Juste alors, je peux préviendra quand t'embaucher la parce que sur ce point-là, parce que je viens de passer une série de ouais. papiers je viens de repasser une série de papiers sur le. Il y a beaucoup de comparaisons en sciences politiques dans lesquelles ils utilisent différents pays et les indices de Mmh. différents pays pour essayer de comprendre. Par exemple, il y a beaucoup d'études sur l'impact causal potentiel, en tout cas le rôle de la démocratie, le lien entre la Ouais. démocratie et la croissance économique, par exemple. Et là, déjà, là, on a un N qui est quand même pas négligeable, parce qu'il y a quand même pas mal de pays dans le monde. Mais même de plus en plus, il y a des études qui suggèrent que même ce genre d'études a tendance à être underpowered. Et en fait, tu peux détecter que des très gros effets, parce qu'en fait, un N même de 150 pays, par exemple, c'est quand même pas en fait si énorme que ça. Et du Mmh. coup, même à cette échelle-là, c'est pas facile de tirer des conclusions fortes. Donc, en effet, si on voulait comparer le capitalisme, en fait, le capitalisme, on a juste scientifiquement, c'est une question qui est compliquée à traiter. Enfin, cela dit, je préfère être en Ouais, Corée du Sud qu'en Corée du Nord. certes. Je me Merci. Je me dis peut-être si Maxime aussi voulait rajouter un dernier mot, avant de se quitter sur quelque chose qu'on n'a pas dit, que tu voulais dire, je sais pas. Sinon, Non, rajouter non, mais juste vous remercier pour, Ouais, merci. Ouais. l'invitation. C'était très sympa, Ouais. de Oh, bah, c'est discuter et cool. puis j'espère que votre série va continuer. on Bonne espère chance, Ouais. aussi. bon courage. Salut, bonne soirée. Bonne Ouais, soirée. merci à Salut. vous, c'était grave cool. Au revoir. Au revoir. Salut, salut, ciao, ciao.